Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les futures sorties de novembre. Et oui, ce soir, nous allons vous présenter tous les jeux, alors tous les jeux, une bonne partie des jeux, on va dire, qui vont sortir au mois de novembre, avec donc une sélection que nous avons faite pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois-ci. Bienvenue dans les futures sorties de novembre. Alors, nous allons commencer avec le 2 novembre. Donc, Raja of the Gange Cards and Karma de chez Atalia, qu'on a présenté sur la chaîne. Alors, donc, la version, donc, jeu de cartes de Raja of the Gange. Donc, comme l'a dit Gaëlou, on vous l'a présenté sur la chaîne. La vidéo devrait arriver peu après cette vidéo des futures sorties. Raja of the Gange, c'est un jeu qui va en fait reprendre le principe de base de Raja of the Gange, mais en jeu de cartes. Voilà, tout simplement. Vous allez avoir vos cartes ici présentes et vous allez devoir essayer de retourner toutes vos cartes. À gauche, vous allez avoir ce qu'on appelle la piste de la gloire et à droite, la fameuse piste des pièces. Et à chaque fois, vous allez pouvoir retourner une carte, si c'était les pièces par la droite, si c'est la gloire par la gauche. Et votre tour de jeu sera constitué tout simplement, j'ai envie de dire, d'actions. Et ces actions seront assez simples, ce sera de récupérer des cartes la plupart du temps. Sous les cartes, vous allez avoir un côté recto qui sont les actions, un côté verso où vous aurez les dés. Et avec ces dés, vous allez pouvoir acheter d'autres cartes qui seront donc les fameuses cartes bâtiments ou alors des marchandises. Alors les marchandises seront gratuites, vous allez les connexionner devant vous, que vous pourrez vendre pour gagner des pièces. Les bâtiments, dès que vous en avez 3 similaires ou 3 différents, vous pouvez récupérer des administrateurs qui sont des cartes exprès ici qui vont vous permettre de pouvoir rejouer, de prendre un dé que vous voulez. Et sinon, dès que vous avez 3 administrateurs, vous allez pouvoir les transformer en points de gloire. Les marchandises seront vendues de la même manière, mais pour des pièces. Et ensuite, vous aurez les fameuses cartes palais qui feront des actions un peu plus puissantes. Et donc, c'est un jeu finalement qui va faire de la combo et qui va vous permettre d'essayer de retourner plus vite que vos adversaires toutes les cartes pour remporter la partie. Donc ce jeu, l'auteur c'est Marcus Brand et Inka Brand, et l'illustrateur c'est Denny Lawson. Et donc c'est Hutch qui fait l'édition, ça c'est la version originale, et c'est en France c'est Atalia qui va le distribuer. Et donc, voilà. N'hésitez pas, donc si jamais ça vous intéresse, c'est Raja of the Gange Cards and Karma. Qui sera sur la chaîne. On passe à Everdale, édition essentielle de chez Matago. Alors, là, on va aller assez vite, parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas un nouveau jeu, c'est plus une nouvelle version. Qu'est-ce que c'est Everdale édition essentielle? C'est tout simplement Everdale en moins cher. Et aussi Everdale en un peu moins luxueux. Le jeu de base étant vendu à 68 €, celui-ci sera vendu à 36 €. On divise quasiment le prix par deux. Alors, Everdale édition, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est donc du même jeu, avec le fameux arbre, les magnifiques et mignonnes cartes et l'immense plateau de jeu. Par contre, cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous n'aurez pas des ressources customisées. Vous avez les petites graines violettes, les petits bois et tout ça. Tout ça, ça sera cette fois-ci du punchboard. Voilà, du carton épais. Oh. Et la version solo du jeu a été retirée aussi. Voilà. Si jamais vous êtes toujours intéressé, il y a le pack qui est vendu à part. Alors j'ai envie de vous dire, autant acheter Everdale directement. Ouais, j'avoue. Mais peut-être qu'à terme, le jeu Everdale ne sera plus vendu et sera vendu que cette version essentielle. En tout cas, c'est quand même sympa d'avoir un Everdale à 36 €. Ça permet d'avoir quand même un jeu plus accessible, très clairement. Parce avec la même méca, voilà quoi. Et donc, voilà, en fait, vous aurez donc toutes les ressources du jeu, voilà. Donc, si jamais vous voulez après le pack du Pride, voilà, vous l'avez ici, qui vous rajoute des cartes supplémentaires, les fameuses ressources de luxe et le dé pour le mode solo. Voilà. Et le mode solo. Voilà, et vous payez ça 27 €, donc en effet, c'est ça qui fait cher. Les ressources, par contre, font aussi une bonne plaisir ludique du jeu, parce que c'est vrai que ces petites ressources de luxe sont quand même... c'était le petit plus, quoi. Voilà, sont quand même... Déjà, il laisse l'arbre, hein, donc c'est déjà bien. Voilà. Donc voilà, si vous n'aviez pas Everdale parce que vous trouvez ça trop cher, voilà, sachez que maintenant, Everdale devient quand même accessible avec cette version punchboard, et on ne changerait de règles. Donc voilà, Everdale, édition essentielle. On passe du coup au Suspect Pocket. Donc en premier, il y a Hors-jeu à Liverpool. Ensuite, la disparition du professeur Fairchild et l'opération Ravel. Et de chez Studio H, j'ai arrivé. Alors, qu'est-ce que ça change Suspect Pocket? Individuel. En fait, au lieu d'avoir une boîte suspect avec 3 scénarios dedans à 28,90 €,
vous aurez 3 mini-boîtes à 11,50 €, ce qui vous fait que le tout vous reviendra quand même plus cher que la boîte de base. Ça, il faut quand même le souligner. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous voulez découvrir Suspect sans, entre guillemets, craquer votre tirelire et vous dire j'ai juste envie de me faire un petit scénario, bah, le jeu est disponible, voilà, donc en plus petit format, avec donc une enquête de suspect à l'intérieur, tout simplement. Et on reprend exactement la même chose, le même principe que Suspect, un peu comme la même manière finalement que les Unlock Short. et les, voilà, et les Unlock Short, finalement c'est un petit peu copier-coller pour le coup et ça se ressemble. Bah écoutez, je souhaite que ça marche. Moi j'y vois quand même un intérêt, c'est en effet de se dire que si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un ou faire découvrir le jeu, bah, ça vous permet d'acheter une petite boîte comme ça. Ça fait pas non plus un surplus énorme par rapport au jeu de base, il y a 3 ou 4 € d'écart si jamais vous voulez jouer aux 3 enquêtes. Et ça vous permet peut-être de ne pas acheter tout en même temps si vous n'avez pas le budget d'acheter tout en même temps. Donc il y aura les pour et les contre en fonction de ce choix-là de dissocier. En tout cas, moi je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée non plus. Voilà. Voilà pour les suspects Pocket. Ensuite, Master Dragger de chez Lucky Duck Games. Pourquoi t'as gardé ça? Master E-R, pardon. Alors, Master Dragger. Donc, parce que moi, je lui fais la liste et lui, il me dit je garde pas. Alors, l'auteur, c'est Dave Malpatrick et Rob Demblager, et l'illustrateur, c'est Blaise Sewell. Alors, Master Dragger, c'est un jeu où nous allons jouer donc les fameux dragueurs. C'est un petit jeu d'ambiance, hein, très clairement, où le but du jeu, en fait, un joueur va avoir 3 cartes, comme ceci, et il va dire, voilà, moi je suis célibataire, et je cherche donc des gens, et je cherche ces conditions-là. Donc il dit, j'aime le pouvoir sans limite. J'ai terriblement peur de m'engager, et je cherche quelqu'un pour martyriser mon fils. Voilà. Et donc avec ça, chaque joueur va avoir des cartes qui vont être des corps, des demi-corps de bas et des demi-corps de haut, et qui vont essayer de faire le personnage qui pense est le plus approprié par rapport à la demande, on va dire, du célibataire. Une fois soit fait, les personnages faits, le célibataire va lui choisir à qui il attribue les points. Et il a 3 points à attribuer par rapport à chaque carte. Donc lequel, selon lui, a fait le personnage qui a le pouvoir sans limite. Lequel, selon lui, voilà, il dit j'ai terriblement peur de m'engager, donc peut-être un rapport sur l'engagement, etc. Et lequel a le plus peur pour martyriser mon fils, voilà. Et on va distribuer donc les petits points comme ça, combinés un autre encore pour essayer de remplir les 3 critères du sexy célibataire. Voilà. Donc petit jeu d'ambiance pour rigoler, voilà. Clairement, c'est pour passer un bon moment. Bon, nous, c'est pas le genre de jeu que vous verrez sur la chaîne, mais voilà, je pense que c'est le genre de jeu. Ça va déjà 3, hein, déjà, c'est sûr. Hein. Moi, je trouve les illus un peu sympas, un peu rigolotes, voilà. Je pense que c'est un jeu que je prendrais plaisir à jouer comme ça avec des amis. Donc voilà, Master Dragger. On passe à Marvel United Multiverse et toutes ces extensions que je vais pas vous dire. Oui, alors j'ai juste noté le multiverse parce qu'en fait, c'est... quel est l'intérêt de celui-ci? En fait, c'est une version Marvel United un peu plus accessible. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas l'univers et tout, on va dire que c'est peut-être la boîte à se procurer. Voilà. Voilà. C'est un peu le côté du jeu, c'est qu'il va rendre un peu les règles un peu plus accessibles, un peu moins complexes. Voilà. Donc Andrena Chiavesio et Eric Hamlang et donc Edward Giddon. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Après, on garde sur les jeux de base. Mais voilà, c'est une boîte avec donc le fameux multivers avec un côté plus accessible. Ensuite, Mystria de chez Débac le jeu du distri. Alors, Mystria, Benoît Turpin et Florian Siriex aux manettes et l'illustration Jérémy Fleury. Donc, dans Mystria... Ah, il n'y a pas de photo. Attends, on va aller chercher là. Pourtant... Bah, je comprends, il y en a bien. Ah, il est beau, hein. Voilà. Donc dans Mystria, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, dans Mystria, c'est un jeu exclusivement de joueurs dans lequel chacun on incarne une sorte pas de sorcière, de magicienne, si vous préférez. Et en fait, finalement, c'est un jeu abstrait. Le but du jeu, ça va être d'essayer de récupérer ces fameux jetons et de venir les collectionner devant nous en essayant d'avoir des groupes de couleurs adjacents. Comment nous allons faire pour récupérer ces jetons? Il va falloir réussir à faire ce qu'on appelle des triangles de couleurs. Pour pouvoir faire des triangles, pour ce faire, nous avons ici des petits gemmes magiques. Ces gemmes magiques, on va venir les dépenser pour faire une action.
Quelles sont les actions qu'on peut faire? Ben, en fait, les actions, c'est assez simple. Il y a une action, je dépense une gemme magique pour retourner la pile. Donc là, le bleu passe en haut, le rouge passe en bas, tout simplement. Et enfin, une action pour déplacer une pile entièrement. En disant, bah, par exemple, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Par exemple, je pourrais dire, je dépense une gemme, je déplace cette pile ici. Je dépense une deuxième gemme, je retourne cette pile-là, du coup, je me retrouve avec un triangle de vert. Du coup, grâce à ça, je peux récupérer un jeton vert sur l'une des 3 piles de mon choix. Ce jeton vert, je le prends et je le pose quelque part où je veux sur mon plateau. Il n'y a pas de règle de placement. Par contre, attention, vous voyez que sur ces plateaux, il y a des endroits, il y a des sortes de brouillard qui bloquent, ce qui veut dire que ce jeton-là et ce jeton-là ne sont pas adjacents. Par contre, celui-ci et celui-ci le sont. Et donc, vous allez essayer de faire des groupes. La partie s'arrête de 2 manières. Première manière, assez punitive, si un des joueurs n'arrive pas à former de triangle et de récupérer un jeton à son tour. Si un joueur ne peut pas faire ça, la partie est terminée, il a perdu. Alors vous avez quand même 6 jetons pour pouvoir le faire, donc vous avez quand même droit jusqu'à 6 actions. Par contre attention, ces actions-là, quand vous en êtes servi, vous les donnez à votre adversaire. C'est pas dit derrière qu'il vous rende les 6, peut-être que lui en 2 actions, il arrivera à faire ce qu'il veut. Donc à vous de voir comment vous jouez vos jetons et d'essayer de les économiser. Donc ça c'est la manière un peu punitive, mais normalement si vous jouez bien, a priori ça ne devrait pas trop arriver. Deuxième manière, c'est tout simplement qu'un joueur a complété, chaque joueur a complété entièrement son petit plateau, et à ce moment-là on fait le décompte des points. Et décompte des points c'est très bien, très facile, vous avez ici les points, chaque jeton vert vous rapporte 2, chaque jeton violet vous rapporte 3, 3 et 4. Par contre attention, vous allez tout le temps compter le plus gros groupe de chaque couleur. Ce qui veut dire que si vous avez fait un groupe de 3 verts ici et un groupe de 3 verts ici, il n'y a qu'un seul des deux groupes qui comptera. Là, il y a le violet. Hein. Voilà. Donc c'est 3. Donc là, par exemple, alors c'est pas un groupe de 3, ça c'est-à-dire que chaque jeton violet vous rapporte 3 points. Oui, bien sûr. Donc par exemple, un groupe de 3 violets vous rapporte 3 x 3, 9 points de victoire. Voilà. Mais si vous avez fait 2 groupes de 3 violets, un groupe de 3 violets ici et un groupe de 3 violets ici, et ben vous marquerez que 9 points. Vous marquerez pas 18. Donc attention à faire à ça. Et ensuite, vous allez avoir la majorité qui va être donnée. La majorité va être donnée au joueur qui a le plus gros groupe, peu importe. On regarde le joueur qui a le plus gros groupe et il gagnera 5 points supplémentaires. Et celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Ça, c'est la version simple du jeu. Vous allez avoir une version de l'autre côté qui est un tout petit peu plus complexe, qui rajoute des objectifs à essayer de faire en disant bah, essayez de mettre 4 couleurs comme ceci, voilà, tout simplement. Et qui va rajouter aussi des majorités, mais cette fois-ci pour chaque couleur. Au lieu que ce soit une majorité pour tout, ça sera une majorité pour chaque couleur. Voilà. Donc bah, c'est un jeu vraiment bien édité, plutôt joli, qui fait plutôt envie pour un petit prix. La couve, elle est trop belle aussi. Chez nous, il est coché. On aimerait bien pouvoir vous le présenter sur la chaîne. Voilà ce que je peux vous dire sur Mystria. Ensuite, Crash 29 de chez Débac le jeu, l'Ulistri. Alors, Crash 29, on repasse plutôt sur du jeu d'ambiance. C'est un jeu qui va jouer sur la bourse de Wall Street. Le crash boursier du 24 octobre 1929. Donc, comme Leonardo DiCaprio, le loup de Wall Street. Exactement. Donc là, l'auteur, c'est Christian Rubrilla et Charlec. Et l'éditeur, c'est l'illustrateur, pardon, c'est Claude Davinci. Dans ce jeu, nous allons donc reproduire le fameux crash boursier. En fait, nous allons avoir des cartes actions en main. Et nous allons devoir essayer de nous en débarrasser. C'est un jeu où on va parler avec les gens. Parce qu'en fait, on va essayer à chaque tour d'avoir une couleur. On va dire, bah, écoutez, moi je vais essayer de jouer les actions, par exemple, bleu. Voilà, je vous dis n'importe quoi, bleu. Et ben à ce moment-là, les autres cartes, je vais pas le vouloir. Je vais dire, écoutez, j'ai 3 cartes à donner. Qui c'est qui a 3 cartes à me donner en échange? Et on va faire des échanges comme ça avec les joueurs. Dès qu'on pense qu'on a fait une combinaison suffisante, on va pouvoir dire ok je vends mes actions. Et ça se fait tout en simultané. Et donc c'est une question de rapidité parce que le premier joueur qui vend ses actions il aura un bonus, alors que le dernier joueur qui vend ses actions il aura un malus. Mais peut-être que celui qui est dernier joueur il aura pris plus de temps à vendre ses actions, il en vendra plus. Pourquoi c'est intéressant de les vendre? Parce que bah, par exemple ici je vends 5 actions bleues, et ben à ce moment là ici on va prendre le bleu et on va le descendre de 5 cases. Bim bim bim. Et bien tous les joueurs qui ont du bleu en main, ils vont perdre 5 points par carte bleue qu'ils ont encore en main. Parce que l'action est en train de se cracher. Et donc en fait les autres cartes qu'on a en main, ben, ça va faire le décompte. Mais un décompte de points négatifs. Et le but c'est donc d'avoir le moins de points possible. Voilà. Alors je vous passe les petits bonus ici par exemple x2. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier joueur il va prendre ses cartes, il va les multiplier par 2. Donc si je vous prends votre exemple de 5 cartes bleues, ben, en fait le bleu va pas descendre de 5 mais descendre de 10 d'un coup. Donc je peux vous dire que les gens qui ont gardé des cartes bleues là ils vont pleurer. A l'inverse, le dernier joueur, lui, quoi qu'il arrive, il peut vendre que 2 actions. Il ne pourra pas en vendre plus. Donc il a intérêt à ne pas être dernier joueur. Voilà.
On a aussi un petit jeton devant nous qu'on peut essayer en plus de vendre si on a mis au moins, je crois que c'est 3 cartes actions de la même couleur pour faire descendre. Voilà. Et donc, bah, on voit les actions ici se cracher. Alors, je trouve ça assez malin, là, ces petits calepins qui font vraiment l'impression que les actions se crachent. Donc ça, je trouve ça assez bien fait. Au final, on reste sur un petit jeu de défausse. Hein. Finalement, on va essayer de se défausser de nos actions le plus rapidement possible, en temps réel. Voilà. Donc, bon, moi, je vous avoue que c'est pas forcément ma came de jeu. Mais je trouve que c'est assez malin. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur Crash 29. On passe à Tiki Tattoo de chez Multiverse. Alors, Tiki Tattoo, c'est un jeu de Eric Bacala et de Amandine Ducon et Yann Mosseline aux illustrations. Alors, Tiki Tattoo, c'est un jeu de Tiki. En fait, vous allez avoir vos petits Tiki ici qui sont représentés par des cartes qui sont totalement mélangées. Ils sont un peu démembrés, si vous préférez comme ça. Et en fait, il va falloir essayer. Vous allez avoir un tableau de cartes devant vous là qui va être représenté de cette manière-là. Il va falloir qu'avec vos petits jetons, vous disiez entre ce tiki-là et ce tiki-là, combien il a de similarités, donc de choses identiques, ou combien il a de différences en fonction du round en cours. Par exemple, ici, là, je vais dire qu'il a la même bouche, donc on voit qu'il a une similarité. Les yeux, ce sont pas les mêmes. Non, la coiffe, c'est pas les mêmes. Et là, c'est pas les mêmes. Donc, il a une seule similarité et il a donc 3 différences. On a dit 1, 2, 3. À chaque fois, ça peut aller jusqu'à 4 maximum, hein, de toute manière. Et ben donc, j'ai dit qu'il avait 3 différences. Si j'ai bien juste, à ce moment-là, je prendrai donc ici des petits jetons 3 ici. Et donc, le but, c'est d'avoir le plus de cartes possibles qui sont en fait des cartes tatouages. Voilà. Et on va essayer donc de cumuler un maximum de points, comme ceci, sur chaque tiki. Donc, c'est un jeu de rapidité, d'observation. Et surtout un jeu où, par exemple, ici j'en observais 3, j'aurais pu dire, je suis allé un peu vite, j'en ai observé que 2. Et ben si derrière un adversaire il observe 3, il va virer le jeton et dire, moi j'en ai observé 3. Alors attention, par contre, s'il s'est planté, là c'est la sanction. Donc voilà. Donc faut faire attention, et donc à nous d'essayer de nous placer de manière astucieusement entre chaque tiki pour essayer de retrouver ou les ressemblances ou les différences en fonction. Je vous avoue que c'est pas forcément ma cam de jeu, sympa, mais voilà, c'est aussi original. Voilà, c'est un jeu qui est distribué par Ludistri lui aussi. On est dans l'originalité en ce moment, donc à tester. Moi, je pense que c'est le type de jeu à tester. Clans and Glory de chez Hutch plus Atalia. Clans. Voilà. Donc Clans and Glory, donc l'auteur c'est Gabriel Bubola et Led Colalovini et l'illustrateur c'est Michael Menzel. Donc Hutch encore une fois, et donc comme tu l'as dit, distribué par Atalia. Celui-ci va reprendre un peu une mécanique ça va vous faire penser très clairement, et d'ailleurs on le voit assez rapidement, à Shoten Totem. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va placer des personnages les uns en face des autres, sauf que cette fois-ci c'est pas un jeu qui se joue à 2, c'est un jeu qui va se jouer de 2 à 4. Et c'est un jeu un petit peu méchant, parce qu'en fait, vous allez jouer des cartes. Alors, je vais voir si je peux vous montrer ça d'un peu plus près quand même, parce que ça serait un peu plus intéressant. Clans. C'est ça? Non, c'est pas Calédonien, c'est Gloria. Clans. Clans and Glory. Voilà. Donc, dans celui-ci, vous allez donc jouer vos cartes. Vous jouez vos cartes où vous voulez la première fois. Vous pouvez jouer en face ou devant vous, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir du moment où une carte est posée, pour pouvoir jouer, vous devrez jouer forcément adjacent à une autre carte. Et cette carte, elle devra être ou du même chiffre, ou de la même couleur. On le voit ici, un 6 orange à côté d'un 7 orange, ça marche. Celle-ci, par exemple, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'aurait pas pu être placée ici. Là, je pense qu'il y a une erreur lors de la mise en place, ou alors peut-être qu'il y avait un 5 ici, parce que là, c'est pas possible. Là, on voit bien qu'ici, on a un 6 à côté d'un 6. Voilà. Alors ici, il y a une mécanique de carte retournée, donc le 7 devait être sûrement à côté d'un 7. Voilà. Ici, à 3 à côté d'un 3. Voilà. Et donc là, ici, c'est sûrement un bleu, je pense. Ici, vous avez du rouge. Ici, vous avez des chiffres. Voilà. Donc, on comprend la mécanique. À chaque fois qu'on pose un jeton, on peut potentiellement poser un bouclier ici. Poser un bouclier ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand c'est la fin de la manche, vous allez récupérer toutes les cartes de la plus petite valeur.
Par exemple ici, si je regarde dans mon exemple, la plus petite valeur c'est le 5, je récupérerai le 5. Alors c'est pas cool parce que j'ai envie de récupérer des cartes, puisque ces cartes c'est des points de victoire. Mais derrière, un autre joueur va pouvoir lui poser aussi un bouclier dessus. Et c'est lui qui va récupérer en premier. Du coup, il y a des joueurs qui vont être assez malins, qui vont poser des cartes pour venir vous pourrir, en mode je rajoute une valeur plus faible et je viens mettre mon bouclier dessus et c'est moi qui vais récupérer le pactole. Voilà. Et donc on va jouer comme ça se joue assez rapidement. La partie s'arrête dès qu'on a posé toutes les cartes autour. Voilà, vous voyez qu'on peut les poser aussi sur les côtés. Ensuite, on fait les boucliers, on récupère chacun nos cartes, et celui qui a le plus de cartes. Alors, je ne sais pas si les cartes, les points des cartes, c'est une carte vaut un point, ou si les cartes valent chacun le nombre de points indiqués. Ça, je ne sais pas. Mais voilà, et donc celui qui a le plus de points a gagné la partie. Ça a l'air assez malin, assez efficace. Et je pense qu'on passe à un bon moment. Donc là, vous voyez, c'est résumé ici qu'on place notre carte de manière obligatoire et notre bouclier de façon optionnelle. Hein, on n'est pas obligé. Et voilà. Et donc, le décompte de points, chaque tuile, on retourne nos piles et on marque nos points. Voilà. Donc, il faut faire attention de comment, en fait, finalement, je vais influencer chaque lieu. Vous voyez que ce lieu est associé pour récupérer les cartes. Voilà. Clans and Glory. Out of Stock. De chez Blue Orange. Le jeu des chaussettes. Pour les trier. Donc, l'auteur, c'est Roberto Fraga et Jérémy Cansado aux illustrations. Alors, Out of Stock, c'est un jeu donc, où nous allons trier nos chaussettes, tout simplement. Donc, comment on va faire pour trier nos chaussettes? Sock. Je vais pas y arriver. Comment on va faire pour trier nos chaussettes? En fait, on va avoir ici notre petite panière à linge, tout simplement, ouais, avec des dés dedans. Et on va devoir jeter ces dés d'un coup sec. Attention, il faut que les dés ils sortent d'un coup, vous ne pouvez pas les égrener. Et il doit sortir obligatoirement entre 2 et 7 dés. S'ils sortent 8 dés, c'est-à-dire tous les dés, vous avez perdu votre tour. S'il sort que 1 dé ou 0, vous avez aussi perdu votre tour. S'il sort entre 2 et 7, à ce moment-là, ces dés, vous allez pouvoir les répartir. Ou vous les répartissez en groupe sur une seule carte, ou alors vous les répartissez en fonction de leurs chiffres. Ici, les 3 en face, les 6 en face, les 7 en face. Et à partir de là, chaque joueur va venir récupérer une carte associée au dé. Là, par exemple, je récupère ça, et c'est un jeu de collection, en fait. Par exemple, ici, là, je récupère cette carte, je vais dire que les chaussettes jaunes me font pas de points. Du coup, je vais éviter de récupérer des chaussettes jaunes. Celui-ci, il me dit que je récupère 2 chaussettes marron. Celui-ci, il me dit, alors je vais inverser le plus et le moins, je sais pas ce que ça veut dire spécialement, des chaussettes rouges. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez qu'on va faire nos petites collections de chaussettes. Et à la fin, une fois qu'on a fait un nombre de tours, je sais plus de combien, on va faire le décompte de nos collections de chaussettes, tout simplement. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est en fonction du nombre de dés qui sort, essayer de calculer pour que nos adversaires récupèrent les cartes un peu pourries et que nous, on essaie de récupérer ce qui nous intéresse. Voilà. Sachant que c'est toujours le joueur qui lance la panier à linge qui commence à prendre. Donc à lui d'essayer de calculer pour pas se retrouver lui aussi avec finalement une carte parce qu'on va tourner. Donc si ça revient à lui, il devra reprendre une carte. Voilà. Ça a l'air rigolo quand même quand elle nous l'avait présenté. Moi j'avais bien aimé. Moi je vous avoue que j'ai pas du tout été convaincu par le jeu et je suis pas du tout enthousiaste. Le côté où je lance une panière à linge, des dés d'un coup sec, je suis pas fan du tout, pour être honnête. Et ça m'a l'air très chaotique finalement. J'ai pas l'impression qu'on ait tant de contrôle que ça. On n'aura pas de contrôle, c'est du hasard là, du pur hasard. Et ouais, j'avoue que moi, voilà, moi c'est pas mon style de jeu, voilà, en toute franchise, mais on connaît des gens qui ont aimé le jeu, donc voilà, chacun a son public. Tout à fait. Et donc là, le but c'était de vous présenter ce jeu. Donc voilà, Out of Stock. On passe à Rising Robots, l'atelier des prodiges de chez Lucky Dog Games. Ah, on passe à un jeu un peu plus intéressant, moi je trouve en tout cas. Donc Rising Robots, donc c'est Brett Sobol et Seth Van Orden. Et l'illustrateur c'est Victoria Vajard et Hogward Macmillan. Alors désolé pour les prononciations. Rising Robots c'est un peu attendu. Enfin, en tout cas, je crois avoir vu pas mal de retours sur ce jeu, plutôt bon d'ailleurs. Rising Robots, qu'est-ce que c'est? Nous allons construire nos robots. Voilà, on va devoir fabriquer nos robots. On est plutôt sur un jeu initié. Ça se joue en simultané, donc ça c'est plutôt assez sympa. On va chacun avoir donc notre plateau personnel avec donc ici nos robots qu'on va venir construire. Ici, là, cette piste là-haut, ça va être notre piste de ressources. Voilà, nous allons pouvoir faire nos petites ressources. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails.
Je pense que j'ai pas mal passé sur BGG ce soir. On va rester comme ça. Ouais, c'est mieux. Comment ça va se passer? En fait, à chaque tour de jeu, vous allez avoir des cartes énergie. Alors là, je ne les vois pas présentes, qui vont être distribuées. Alors, je vais essayer de vous trouver les cartes énergie, si je les trouve. Parfait, voilà. Donc là, voilà, vous allez avoir des cartes énergie qui sont présentes, ici, ces cartes-là, et vous allez mettre en face des actions que vous allez vouloir faire. Et ça va être un peu vos ressources d'énergie, finalement. C'est-à-dire que là, l'action que je vais associer, par exemple, je peux associer l'action fabrication en face de là, ça veut dire que je vais faire une action fabrication à 4 d'énergie. Vous allez avoir des cartes comme ceci qui vont vous mettre des cubes. Qu'est-ce que c'est ces cubes? C'est-à-dire que chaque cube vous rapportera 2 d'énergie supplémentaire. Sachant qu'à chaque fois qu'il y a un cube, vous devez mettre un cube ici, sur le centre, sur l'action qui sera associée. Par exemple, ici, vous révélez et vous avez mis, je dis n'importe quoi, l'action bleue. Et bien à ce moment-là, vous allez mettre un cube sur l'action bleue. Là où il y a le petit twist, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont avoir aussi ces cartes-là, qui auront peut-être mis des cubes. Et du coup, tout le monde va avoir son action plus ou moins boostée. Ensuite, à ce moment-là, on fait une sorte de petite horloge, là, comme ceci, et on va déclencher toutes nos actions. Alors, ça va aller assez vite, parce que si jamais vous n'avez pas fait l'action ici, et qu'il n'y a pas de cube sur les trucs qui vous permettent de faire l'action, vous zappez, vous ne faites pas l'action, tout simplement. L'action, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez donc pouvoir upgrader. Upgrader, qu'est-ce que c'est? C'est améliorer un de vos robots. Donc vos robots seront présents ici. Et en dépensant un nombre d'énergie qui, je vous rappelle, est défini par l'action plus les cubes, vous allez donc pouvoir augmenter vos robots. Comment vous allez faire? En fait, par exemple, si j'ai 5 d'énergie, je vais pouvoir faire 2 améliorations. Si j'ai 7 énergie, je vais pouvoir faire une amélioration et un truc comme ça. Voilà. À moins de voir... alors, je vais pas faire 4 améliorations, enfin, je sais plus le système et je vais pouvoir faire des dépenses. Plus j'ai d'énergie, plus l'action est forte. Qu'est-ce que c'est ces améliorations? C'est poser ces petits jetons qui sont présents ici pour débloquer la capacité supérieure de votre robot. Par exemple, ici quand j'aurais posé un jeton chien, on dirait une icône de chien, je sais pas Non, ce que c'est c'est. un peintre. Ouais, peintre, voilà. Et j'aurai cette action-là de débloquer sur mon robot. Voilà. Un chien. Donc ça, c'est assez intéressant d'augmenter son robot. Vous allez avoir l'action assemblée. L'action assemblée, c'est tout simplement poser des robots. Donc le coût de votre robot est indiqué en haut. Voilà, tout ceci. Et vous allez donc poser votre robot à chaque fois sur la ligne. Voilà. Vous allez pouvoir designer. Donc là, vous voyez que chaque action est associée à la fameuse ligne de vos robots. À chaque fois que vous faites l'action, vous allez faire non seulement l'action de là, mais vous allez aussi déclencher toutes les actions de vos robots. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vos robots vont vous permettre de gagner principalement ces ressources-là. Et ces ressources-là vont vous permettre de construire vos robots. Par exemple, vous voyez ce robot-là, il vous dit 2 énergies, 2 trucs comme ça, ou alors 6 énergies et 2 trucs comme ça pour pouvoir le construire. Donc bien évidemment, sur cette piste, vous allez vouloir monter pour pouvoir les construire, ces fameux robots. Voilà. L'étoile ici, c'est des points de victoire, donc plus vous montez, plus vous gagnerez des points de victoire. Et donc là, le design, ça va vous permettre de gagner ces fameuses ressources. Et là, vous voyez que c'est un plus. Ce qui veut dire que si j'ai 7 énergies, je gagne les 3 actions d'un coup. Donc voilà. Et enfin, donc l'action fabriquée, elle va vous permettre encore une fois de gagner des ressources et de tout ça. Et l'action recyclée, c'est pareil, va vous permettre de gagner le reste. Et on va jouer comme ça un nombre de runes. Je ne sais plus de combien. Si, je me rappelle, c'est la piste ici qui va vous le dire, la piste centrale, qui est 4. Au bout de 4, vous allez faire un petit échange et gagner des petites récompenses supplémentaires. Et vous allez jusqu'au bout. Et à la fin, on marque les points de victoire. Les points de victoire principalement de nos robots. Voilà, chaque robot rapporte des points de victoire. Les points de notre piste ici. Les points de victoire des ressources restantes. Et plus quelques missions là que je ne retrouve pas où ils sont. Mais voilà. Et à la fin, celui qui a le plus de points de victoire a gagné la partie. Donc c'est un jeu finalement, vous allez fabriquer de plus en plus une sorte de moteur. Vous allez avoir de plus en plus de robots. Là, je vais t'imaginer que si vous déclenchez toute cette ligne, là, ça commence à comboter pas mal, mais c'est pas si long que ça parce que comme ça se fait en total simultané, finalement ça va assez vite. En fait, chacun fait ses actions de son côté. Par contre, du coup, c'est un jeu où l'interaction est très faible. Le seul moment interactif va être sur ces fameux cubes que vous allez venir poser ensemble sur le plateau central. Voilà, ça a l'air assez malin. Moi, je vous avoue que ça me plaît bien. J'ai envie d'y jouer, ça donne envie. Je suis assez fan, enfin j'aime bien le design. Alors ça fait un peu peur de première, quand on regarde un peu comme ça fait un peu, ça a l'air assez chargé, je trouve. Mais finalement, quand on s'intéresse un peu à la mécanique, ça donne plutôt envie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Raising Robot, l'atelier des prodiges. On passe à Superstore 3000.
de chez Space Cowboys. Donc Super Sport 3000, l'auteur c'est Rodrigo Rego et l'illustrateur c'est Ryan Goldsberry. Donc celui-ci c'est un jeu où nous allons construire notre centre commercial. Voilà, ça va être assez simple. À notre tour, on va faire une action, on va ajouter un magasin dans notre centre commercial où on choisira de gagner des crédits. Et on va faire un peu notre... alors je vais essayer de vous trouver une petite photo, une sorte, pas de tableau, mais on va monter un petit peu. C'est tout à fait chez Superstore. Voilà, je cherchais. Vous voyez, voilà, on va monter voilà, petit à petit pour venir faire notre centre commercial avec nos petits billets. Voilà. Je vous avoue que celui-ci, j'ai complètement oublié de le bosser, donc je ne connaîtrai pas plus que ça la mécanique. Je en suis désolé. Voilà, Superstore 3000. On passe au dernier jeu du 2 novembre, la grande bataille de chez Ozu Jeux. C'est un jeu pour enfants. Voilà. Ouais, il ramait déjà tout à l'heure et j'avais peur qu'il le fasse. Donc la grande bataille. Alors celui-ci, je l'ai mis tout simplement parce que les jeux enfants d'habitude, je l'aimais pas. Mais celui-ci, j'ai trouvé rigolo parce qu'en fait, c'est un jeu qui va revisiter la bataille navale. Voilà. Et la bataille navale, c'est un jeu de mon enfance. Moi, j'ai beaucoup aimé la bataille navale. Et donc, c'est Pauline Hamelin aux illustrations. Et en fait, vous voyez, on va retrouver un peu le principe de la bataille navale. Hein, où on va venir coder et tout ça. Donc voilà, c'est pour cette seule et unique raison que je l'ai mis. Donc voilà, si vous cherchez un petit peu avec une sorte, pas roll and white, mais en fait un côté où on va écrire avec un stylo pour essayer de trouver... voilà, deux chasseurs d'or se livrent une bataille sans merci pour découvrir où sont cachés les trésors de leurs rivaux. Voilà. Donc ça permet d'aller chercher, voilà, un peu... rival, pardon, voilà. Donc voilà, c'est assez rigolo, et voilà, moi j'ai trouvé ça original de revisiter un classique du jeu de société, donc voilà, la grande bataille. On passe au 8 novembre avec Babylon de chez Geek Attitude Games. Alors, Babylon, l'auteur c'est Olivier Grégoire et l'illustrateur c'est The Creation Studio. Babylone, nous allons en fait reconstruire les fameux jardins suspendus de Babylone. C'est beau. Voilà. Donc déjà la première force de ce jeu en effet, c'est que c'est un jeu qui va se jouer en hauteur et qui est plutôt très joli. Voilà, clairement. C'est un jeu qui se joue aussi une fois en simultané. Et en fait, notre tour de jeu va se symboliser par en fait récupérer des éléments, ou alors récupérer une carte, ou alors faire des connexions entre les éléments. À nous d'essayer de faire le mieux possible pour pouvoir faire ce fameux jardin. Plus on va monter en hauteur, plus on va marquer des points, plus on sera efficace. Par contre, évidemment, les cartes ont des conditions. Vous voyez que là, cette carte, elle peut accueillir qu'une statue, celle-ci peut accueillir qu'un escalier comme ceci, celle-ci peut accueillir un pont. À nous de bien les positionner pour construire notre plus beau jardin, mais aussi notre jardin le plus efficace. Voilà. C'est un jeu, voilà, vous allez avoir ici le fameux insert que vous allez prendre avec toutes les pièces qui vont être disponibles. Et ça, c'est le départ. Comment est votre plateau au tout départ? C'est double couche ou pas? Non, c'est pas double couche, c'est c'est creusé. Non, mais c'est juste creusé. Oui, creusé, oui. Voilà, mais il n'y a pas de double couche. Oui, non, mais je me comprends, ouais. Voilà. Et du coup, ça donne envie. Alors du coup, tout ce matos fait que le jeu est quand même pas donné, puisqu'on est à 50 €. Mais bon, en même temps, je pense que vu le matos, ça peut se comprendre de devoir payer. Alors attention, ça paraît grand, mais c'est pas très grand, hein, c'est assez petit. Par contre, le matériel est assez petit. Et voilà, donc les actions, c'est creuser qui va vous permettre donc de prendre ce qu'on appelle la tuile terrasse. Donc c'est ces fameuses tuiles que vous allez avoir ici. L'autre action, ça va être de construire ou de poser ce qu'on vient de prendre, donc la poser les fameux éléments. Et la dernière action, ça sera de stocker ou défausser des éléments qui seront inutilisés. Voilà. Et donc du coup, moi je vous avoue que j'ai très envie d'y jouer. Voilà. Parce que ça a l'air d'être vraiment très original. Ça demande, je pense, une vision dans l'espace très forte. Parce que clairement, je pense qu'il faut programmer dans sa tête comment on va faire et pas faire attention de ne pas se retrouver bloqué. Mais ça a l'air assez malin. En tout cas, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de tester. Vraiment, ça fait partie des jeux. Je le vois, je me pose sur la table, je le teste. Voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. Ça attire l'œil. Hein. Ça attire l'œil. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Je suis pas capable de vous dire pour l'instant. Mais en tout cas, je trouve que ça propose quelque chose de nouveau. Ça a l'air intéressant. Maintenant, à voir. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt bien. Voilà. En effet, nous, par contre, à présenter sur la chaîne, je pense que ça sera pas simple. Parce qu'avec la vision de haut,
je pense que ça ne sera pas hyper intéressant pour vous de voir juste du matos vu de haut comme ceci. Voilà. Donc c'est vrai que nous, pour notre côté sur la chaîne, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais par contre, en tant que joueur, j'ai envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Babylone. On passe à Didn't Seal. Ou Cell, je sais pas. J'ai Scorpion masqué. Donc, dit-il le jeu de société. Ah, Donc, pourquoi dit-il le jeu de société? Didn't Parce qu'en fait, au départ, dit-il, c'est un jeu vidéo. Voilà, c'est un jeu vidéo. Donc, l'auteur, c'est Antoine Bozza, Corentin Lebras, Ludovic Montblanc et Théo Rivière. C'est la team Kadama. Et l'illustrateur, nous avons Nayad, Laure de Chodebourg, Robin Lafoguine et Paul Vérité. Qu'est-ce que c'est que donc cette chose? Et bien en fait ici ça va être un jeu qu'on appelle un roguelite. Qu'est-ce que c'est un roguelite? C'est tout simplement un jeu en fait où vous allez faire des rushs. Vous allez perdre, vous allez apprendre pourquoi vous avez perdu et vous allez recommencer. Et recommencer et recommencer jusqu'à réussir à gagner. Voilà, c'est un peu le but du jeu. Et ben, c'est le principe qui a été fait dans ce jeu de société. Comment cela va se passer mécaniquement? Et ben en fait, vous allez avoir des cartes, principalement un plateau avec des cartes, et ces cartes vont... ici, vous allez avoir le fameux donjon, en fait, que vous allez devoir essayer de visiter. Donc là, c'est vous, c'est les héros. C'est un jeu coopératif, hein, je ne l'ai pas précisé. Et à chaque fois, vous allez choisir le chemin. Alors, vous vous mettez d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a le jeton premier joueur qui dit c'est moi qui ai raison et vous vous taisez. Et la plupart du temps, vous allez vous retrouver en fait à affronter des monstres. Voilà. Ces monstres vont être révélés et venir placer ici sur cette piste et vous allez faire du combat. Et pour combattre, ben, vous allez devoir activer des cartes sur votre plateau personnel. Et chacun a des pouvoirs, des choses qui vont vous permettre de vous mettre d'accord pour essayer de fracasser ces monstres et pouvoir avancer. Petit à petit, vous allez pouvoir gagner des petites récompenses, des coffres. Vous allez pouvoir améliorer vos personnages. Hein, voilà. Donc là, vous allez avoir ici les figurines qui sont peintes. Donc la boîte. Elle est trop belle. J'aurais aimé avoir d'autres photos que ça. J'ai que ça. Eh ben, tu les auras pas. Donc voilà, en fait, ce que je cherchais, c'est qu'ici, vous allez avoir votre plateau personnel. Et sur ce plateau personnel, ici, vous allez pouvoir améliorer en fait vos capacités, un peu assez classique comme une piste hein, que vous allez améliorer. Et vous allez jouer donc vos cartes et faire des rounds. Il y a de plus en plus difficiles, vous allez avoir de plus en plus de scénarios. Voilà. Et vous allez glisser voilà, les cartes dessous et tout ça. Donc c'est plutôt joli, c'est plutôt très bien fait. Ici, là, c'est ce que vous allez pouvoir récupérer comme récompense, voilà, explorer, mourir. Donc, c'est assez thématique. Il y a aussi une histoire de mutation. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails des règles, hein, c'est pas le but de ça. Alors, c'est un jeu qui a un certain prix. Clairement, on est là sur un budget assez élevé, hein, 77 € le jeu. Faut avoir envie de mettre l'argent donc là-dedans et vraiment être certain. Ah, les retours sont plutôt bons sur le jeu. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas attiré par le jeu. Alors qu'il y a plein de gens qui adorent le jeu, je vous avoue, moi, ne pas être attiré par ce jeu-là. Je ne saurais pas vous l'expliquer plus que ça, mais je n'arrive pas à être attiré. On l'avait vu l'année dernière déjà à Cannes. Et déjà là, j'avais pas été hyper attiré et je le suis toujours pas plus. Alors je testerai bien une partie par curiosité, peut-être pour voir si mécaniquement ça me plaît. J'ai un peu peur de l'effet leader alpha quand même. Même si. Alors, même si c'est toi? Bah en fait, chacun va jouer des cartes. Ce qui est assez intéressant, c'est quand tu vas jouer les cartes, en fait, tu vas pas dire ce que tu vas faire. Tu vas juste pouvoir donner un indice. Tu vas pouvoir dire, écoute, au round 2, je vais taper très fort. Ou au round 1, je vais faire un truc pourri. Voilà. Comme ça, tes alliés, plutôt que tes adversaires, ils vont pouvoir un peu savoir un peu comment ils se positionnent quand ils vont jouer les cartes. Mais je sais pas, j'ai pas été convaincu. Peut-être que le thème m'attire pas aussi. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait que je ne suis pas attiré par ce jeu-là. Mais en tout cas, a priori, c'est un bon jeu qui a de très bons retours. Voilà, Dead Cells. On passe à... Alors là, c'est pas un jeu, c'est un goodies pratique. Solstice. STIS. Voilà. Et c'est du coup le tapis de jeu tant attendu et tant demandé par les joueurs. Ouais, voilà, je voulais juste faire une petite aparté parce que je sais que ça a été énormément demandé par les joueurs de Solstice. Et ben écoutez, voilà, sachez que les tapis arrivent. Et donc, voilà, des tapis alors qui sont quand même à 15 € l'unité. Hein.
Donc là, alors c'est pas l'unité, c'est Bah, les deux, c'est une j'imagine. pochette qui contient les deux tapis Bah, pour 15 heureusement, euros. j'ai envie de te dire. Bon, c'est pas très cher, 15 euros les deux tapis, voilà. Et comme ça, ben, vous allez pouvoir mettre vos cartes directement sur les fameux. Ça a l'air surpiqué, non? Ils sont surpiqués, hein, clairement, on le voit. Et comme ça, vous n'avez plus besoin de chercher et tout ça. Donc ça, je pense que c'est très demandé Ouais. par les joueurs. Ça a l'air d'être une bonne qualité. Je crois que c'est fait par Wagamat, hein. Donc voilà. Ça, c'est vraiment un petit aparté. Mais pour ceux qui sont intéressés, sachez que les tapis arides, je pense qu'il faudra peut-être pas trop traîner. Je ne sais pas s'il y en aura des millions d'exemplaires qui ont été imprimés. Donc voilà. Franchement, je trouve que c'est un bon produit. Et c'est vrai que le Solstice, nous, c'est un jeu qu'on avait beaucoup aimé. Donc voilà, je pense qu'en effet, avec les tapis, on s'était fait la réflexion dès le départ en disant c'est dommage qu'il n'y ait pas un tapis ou un truc pour repérer. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment très bien et vraiment pas cher. On passe à Pick Together de chez Letia. Donc Pit Together, on vous l'avait déjà pitché, c'est l'auteur c'est les Galons Magiques et l'illustrateur c'est Alexandre Guiguet. C'est un petit jeu assez rigolo, ça me fait penser à un petit côté Just One finalement, parce qu'en fait tous les joueurs vont avoir un dessin à faire. Je vais vous prendre l'exemple qui est indiqué ici du crabe. Voilà. Chaque joueur doit dessiner un crabe, sauf un joueur qui lui ne sait pas et va devoir essayer de deviner. Et c'est donc des pièces en puzzle. Et donc chaque joueur va dire ok, on dessine, bah toi tu as qu'à dessiner la tête du crabe, toi tu vas dessiner la patte gauche, toi la patte droite, etc. Ou autre chose qui peut symboliser le crabe. Voilà. Chacun va dessiner ensemble et ensuite on reconstitue le puzzle. Une fois le puzzle Et reconstitué, chelou ce puzzle. le joueur Ah. va devoir retrouver ce que ça symbolise, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Chacun va voilà. Ça Donc, a l'air sympa, hein. il y a 2-3 règles. Hein. Le but c'est pas que chacun fasse un crabe forcément de son Oh. côté, hein, voilà. Mais ça a l'air assez rigolo. Moi je trouve le concept assez rigolo. Je pense que ça marche bien. Ça a eu la récompense au flip, hein, donc c'est quand même un jeu qui a une notoriété, voilà. Donc bah, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Pick Together. Machikoro 2 de chez Semon. Alors, Machikoro 2, l'auteur c'est Masad Suganuma et l'illustrateur c'est Noburuno Ota et Masatsugama et Eli Jagger. Alors, celui-ci, je vais aller assez vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, c'est pas une réédition, mais c'est une nouvelle version Ouais, parce que c'est le 2 là. de Miniville. Voilà. Vous voyez que ça ressemble totalement à Miniville avec les fameuses cartes que vous allez acheter pour les pièces, avec les scores que les dés doivent faire pour pouvoir activer les cartes. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est des nouvelles cartes, une édition un peu plus sympa, et bah, une nouvelle façon de comboter et de pouvoir jouer à Miniville avec des règles et des cartes différentes qui sont présentes dans ce nouvel opus. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes fan de Miniville ou que vous aimez bien cet univers, moi je vous avoue que Miniville, j'ai pas trop aimé, c'est un peu trop hasardeux pour moi. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, J'ai jamais vu. sachez que Machikoro 2 arrive. Cadeau de chez Lumberjack Studio. Ça, je t'écoute parce que je connais pas les règles. Alors l'auteur c'est Antoine Bozza et l'illustrateur c'est Gorobai. Et donc cadeau, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait on va se faire des cadeaux. Hein, voilà. Mais non. C'est assez simple, hein, c'est vraiment très simpliste finalement comme jeu. Chaque joueur va avoir une carte qui va lui distribuer et on va devoir former en fait un carré de 3 par 3. Voilà, non, de 3 lignes et de 4 colonnes, pardon. Et à votre tour, vous avez le choix. Ou vous prenez cette carte et vous allez la poser quelque part. Ces cartes vous rapportent des points de victoire. Et plus votre bandeau, là, votre ruban, vous avez réussi à faire de la même couleur, plus vous marquerez des points. Mais des fois, voire même plusieurs fois, ça va arriver que vous tombez sur un cadeau qui vous intéresse pas. Vous allez pouvoir essayer de... Des chaussettes, par exemple. Ouais, et bien vous allez pouvoir essayer de deviner le cadeau de votre adversaire. Si vous y arrivez, que vous devinez le cadeau de votre adversaire, vous lui prenez et vous l'échangez avec le vôtre. Et à ce moment-là, vous posez celui-là. Et donc, ça peut être un intérêt d'aller essayer de chercher finalement un cadeau qui vous intéresse. Donc, ça a l'air quand même très simpliste, un peu trop simpliste à mon goût. Désolé, là, ce soir, il y a beaucoup de jeux qui ne m'intéressent pas, pour le moment en tout cas. Mais voilà, je trouve ça un peu trop simpliste. Mais voilà, c'est un peu un premier petit jeu de collection. Hein. Bon, c'est à partir de 8 ans, hein, donc c'est très accessible. Voilà, cadeau. Cities de chez Yellow, qu'on va bientôt présenter. Alors, Cities, donc ouais, comme vient de le dire Galou, on a une boîte, donc on va vous le présenter sur la chaîne dans les semaines à venir. L'auteur c'est Steve Finn et Phil Walker Harding, donc c'est pas n'importe qui déjà.
Et l'illustrateur, c'est Georges Tabenara et Redondo. Dans Titis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons construire notre ville. Bon, ça c'est assez simple à faire. Hein. On va devoir construire notre ville avec nos bâtiments pour essayer de marquer des points. C'est assez personnel quand même, il n'y a pas forcément une très forte interaction. C'est un jeu finalement où vous allez essayer de comboter vos cartes parce qu'en fait vous allez avoir des cartes et chaque carte va vous faire des points de victoire. Par exemple, une carte elle va vous dire vous marquez 3 points de victoire par bâtiment bleu de hauteur de 3. Des cartes qui vont vous dire vous marquez 3 points de victoire si vous avez fait une grande zone de rivière, voilà. Au début de la partie, vous démarrez, c'est vide, hein, vous n'avez rien. Les cartes elles sont symbolisées comme ceci et vous allez avoir 3 lignes. Voilà. Et votre tour de jeu, c'est tout simplement envoyer un petit ouvrier ou aller récupérer une carte objectif là-haut, ou alors aller récupérer une carte terrain, ou alors aller récupérer des petits jetons que vous allez pouvoir venir placer, des attractions, ou alors enfin tout simplement aller récupérer des bâtiments que vous allez construire. À vous d'optimiser au mieux tout ça pour essayer qu'avec vos objectifs que vous avez acquis, faire la ville la plus prospère et qui vous fera marquer le plus de points. Moi, ça me donne très envie. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a demandé. Parce que je trouve ça super sympa. Les bâtiments peuvent atteindre 4 étages maximum, hein, au cas où, j'ai pas précisé. Et c'est une sorte de mélange finalement de jeu de pose d'ouvriers avec de la combo, parce que vous allez essayer de faire comboter vos objectifs ensemble, et finalement de l'optimisation que vous allez poser devant vous pour marquer un maximum de points, avec une petite vision de hauteur qui va venir se faire de voir votre ville se construire. Ça a l'air assez malin, c'est pas cher, ça donne très envie, et donc j'ai très très hâte de vous le présenter. Cities. On passe à Niwashi de chez Arkham Society. Oh mais il est pas beau ce jeu. Oh, bah, il est beau ce jeu, c'est ça que je veux dire. Ah oui, il est beau. Ouais. Voilà. La couve est belle. C'est ça. Donc l'auteur c'est Baptiste Laurent et Gauthier de Goutreau et l'illustrateur c'est Yoshito Fujiwara. Alors Niwashi c'est un jeu exclusivement de joueurs et c'est un jeu coopératif. Vous allez essayer de faire des objectifs à votre adversaire qui sont les vôtres. Comment ça va se passer cette histoire? Et bien en fait vous allez avoir des petites cartes devant vous de lignes, voilà, des cartes comme ceci, plus des cartes objectifs. Là par exemple ce joueur là il a dans sa main donc ça, et lui il a un objectif, faut réussir à faire une croix rouge. Alors là ça paraît simple en disant bah oui on va poser les cartes, on les superpose, on va faire une croix rouge. Sauf qu'on n'a pas le droit de se parler avec son adversaire, son collègue. Et pour que vous marquiez vos points, il va falloir que ce soit votre adversaire qui termine la fameuse croix. Donc vous, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Vous allez essayer de commencer cette croix pour faire comprendre à votre adversaire que hey, regarde, je suis en train de faire une croix. Ça serait vraiment bien que tu termines cette croix rouge, tu vois. Parce que si c'est vous qui terminez la croix rouge, eh ben c'est mort. Vous ne marquerez pas les points et vous devrez recommencer. Et le but, c'est d'essayer de faire un maximum d'objectifs en fonction des défis. Voilà. Donc pourquoi je disais c'est beau? Parce que la couve est belle, mais je trouve que les cartes sont beaucoup moins belles, personnellement. En tout cas, moi je suis moins fan des illustrations des cartes. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc voilà. Et vous allez ici mettre en fait les objectifs que vous avez réussi à faire. En mode, bah voilà, ça c'est tous les objectifs qu'on a réussi à faire. Et bah voilà, petit à petit, vous allez avoir votre tableau qui va venir se construire, se superposer. Voilà. Ça a l'air assez malin, c'est intéressant. Je suis un peu curieux de le tester. Et en même temps, j'ai l'impression que ça a l'air un peu casse-gueule, ces trucs qu'on va mettre dessus l'un dessus l'autre. Donc, à voir comment ça va se faire. Mais en tout cas, si vous aimez les jeux à communication limitée, moi souvent on aime bien ce type de jeu-là, ben n'hésitez pas à vous y intéresser. Niwashi. On passe à Unconscious Mind, la société du mercredi Alors, de chez Lucky Dog Games. Voilà. Unconscious Mind, la société du mercredi. Vous avez toujours rêvé d'être un psy? Bah voilà. Là, franchement, ouais. Vous allez être un psy. Voilà. Alors, c'est un thème qui, on peut le dire, est totalement original. Je n'ai jamais vu un jeu sur les psys. Voilà. Et en plus, un jeu expert. Donc, l'auteur, c'est Yoma, Zaz, Lascaz et Johnny Pack. Et l'illustrateur, c'est André Bousselet et Vincent Dutré. Ah. On reconnaît bien sa patte sur le canapé. Ouais, sur le canapé. Hein. Et ils sont deux. Ouais, c'est et vrai. là, moi, je trouve que le canapé, on l'autre, c'est lui, le bas, c'est... Voilà. C'est Vincent Dutré. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes des psychanalystes. Voilà. Et nous allons donc devoir guérir des patients. Comment nous allons guérir des patients?
c'est le but du jeu, de guérir nos patients. Donc ici, vous allez avoir la zone de jeu, avec, avec ici le plateau, tout simplement. Ici, une autre zone où vous allez faire vos actions. Et enfin, ici, les fameux patients que vous allez devoir essayer de guérir. Là, vous voyez ici, on a un patient. Alors, on ne le voit pas bien, là, malheureusement. Mais en fait, ce patient, vous voyez, il a une sorte de mal. Là, on voit un peu une sorte de décor bizarre. Et en fait, ce décor, c'est une tuile, une carte transparente qui va être posée dessus. Et donc, ce patient, il va falloir réussir à faire plusieurs choses. On va vraiment faire le rôle d'un psy. On va discuter avec lui. On va essayer d'abord d'essayer de comprendre quel est le mal qui le ronge. Et donc, on va aller voir dans son subconscient un petit peu quel est l'événement, la chose qui fait que ça va pas. Une fois qu'on va l'avoir fait, on va enlever la première carte. Une fois qu'on a enlevé la première carte, on va rentrer encore un peu plus en profondeur et vraiment découvrir qu'est-ce qui ne va pas en le faisant enlever cette deuxième carte. Une fois que vous avez enlevé cette deuxième carte, vous allez pouvoir essayer de le guérir en enlevant ce fameux mal qui est présent, donc en enlevant cette fameuse tuile dessus. Et enfin, une fois que c'est totalement terminé, vous allez pouvoir enlever ce patient et il ressort, il est guéri de chez vous. Voilà. Donc ça, le thème a l'air hyper présent. Les actions vont vous permettre donc ici de venir guérir ce mal. Comment vous allez faire? En fait, vous allez avoir ces petits jetons qui sont présents et vous voyez qu'on va devoir les mettre dans la direction choisie de l'action. Là, par exemple, ce jeton il pointe là, je vais faire cette action-là. Ce jeton il pointe là, je vais pouvoir faire cette action-là. Je peux mettre plusieurs jetons l'un au-dessus de l'autre pour multiplier mon action. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire parmi les actions? On va pouvoir poser des cartes devant nous pour venir améliorer notre plateau personnel. Nous allons pouvoir débloquer des fameux jetons, justement. Ici, ces fameux jetons qu'on va pouvoir récupérer. Donc, récupérer plus de jetons actions. On va pouvoir faire donc des actions pour guérir, hein, tout simplement. Il y a une piste ici qui est présente. Alors, c'est là-haut, ici, qui va être la piste de fin de partie. En fait, ce petit symbole-là, ça symbolise Freud. Voilà, Freud, un psychanalyste hyper connu. Et en fait, la partie s'arrête quand Freud va arriver en haut. Et à chaque fois que vous allez guérir des patients, des choses comme ça, vous allez avancer votre jeton et lui aussi, vous allez avancer. Alors, je vous passe les détails, vous allez gagner des bonus de partout. Hein. Vous allez avoir ici aussi une piste. Il y en a de partout, ouais. Ah oui, il y en a vraiment de partout. Wow. C'est un gros jeu, hein, c'est du lourd. Hein. Vous allez avoir ici une piste avec des petits jetons où vous allez pouvoir entrer un peu en profondeur dans la fameuse psychanalyse. Et là, vous voyez, regardez, on le voit là, la petite tuile qui est présente, vous voyez, on la voit, elle dépasse sur le côté. Donc ça, c'est les fameux patients que nous allons venir récupérer avec, voilà, quel patient vous voulez accepter avec leur mal. Voilà. Alors, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que voilà, c'est un peu lourd et j'ai pas bossé les règles, ce n'est pas le but du jeu. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce que c'est Unconscious Man. Et vraiment, moi, ça me hype de fou, ça. Voilà, moi, je suis... le thème, il est carrément inédit, quoi. Enfin, personnellement, j'ai jamais vu ce thème. Le jeu a vraiment... Alors, j'y ai pas joué, hein, mais le jeu a vraiment l'air d'être pensé avec le thème. Et vraiment, on a vraiment l'impression qu'on va... Pourtant, c'est des psys qui l'ont fait. Hein. Je sais pas. En tout cas, on a vraiment l'impression d'être dedans et de se dire, ouais, je vais faire ça, voilà. Et donc, voilà, on voit qu'il y a un côté moteur. Hein, on va faire notre moteur avec les roues et des effets en cascade. Hein, voilà, c'est ces fameuses roues qu'on a ici. Donc là, je suis pas rentré dans les détails là-dessus, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est un jeu que, a priori, on devrait recevoir. Donc, c'est un jeu que je pense qu'on va vous présenter sur la chaîne quand on le recevra, parce que moi, j'ai vraiment envie de jouer à ça. Ça me donne trop envie. Et on verra ce qu'il a dans le ventre. Mais en tout cas, la mécanique me plaît. Le thème me plaît. Ça a l'air original. Donc voilà, vraiment hâte tout simplement de pouvoir vous en parler. Unconscious Mind. Stamp Swap de chez Matago. Le jeu des timbres. Donc l'auteur c'est Paul Salomon et l'illustrateur c'est Corner Gillette. Donc c'est un jeu où vous allez collectionner des timbres. Voilà, tout simplement, vous allez collectionner des timbres. Vous allez avoir des timbres qui sont sur la gauche ici, bon là qui sont comme ceci et qui seront révélés. Vous allez pouvoir en sélectionner une partie pour ensuite pouvoir venir les coller ici et les placer de manière astucieuse pour marquer des points. Voilà, et donc vous allez devoir essayer d'obtenir la plus grosse collection de timbres avec des objectifs qui sont donc au centre, qui vont essayer, que vous allez essayer d'optimiser au mieux. Voilà, hein, tout simplement, afin d'impressionner donc un jury et de remporter le premier prix de collectionneur de timbres. Voilà. Je vous avoue que le thème est encore une fois original. Ouais. Voilà. En ce moment, c'est ça. La mécanique a l'air quand même beaucoup moins originale. On a l'air d'être sur finalement du jeu de placement de tuiles assez classique, à poser,
à essayer d'agencer Ça un fait un peu peu penser à Art Society. Art Society ou Redac Chef un petit peu ces derniers temps. Voilà, c'est juste de pose de tuiles où nous avons un tableau et on essaye d'optimiser au mieux. Mais moi j'aime bien ça. Ouais. Voilà, j'aime bien ce style de jeu. Donc, a priori, normalement, c'est prévu qu'on le reçoive, ce jeu-là. Donc, on devrait pouvoir vous le présenter et pouvoir vous en dire un peu plus donc, sur ce jeu. Donc, Stamp Swap. On passe à Treos de chez Lookout Games. Donc, Treos, donc Et c'est... on dirait Vincent Dutré, mais pas du tout. Ce n'est pas Vincent Dutré, là, c'est Gabriel Compagno et Hans Otsdem Spingen. Désolé pour le thème. C'est peine. Donc, Treos, c'est un petit jeu de course. Le but du jeu, être le premier joueur à obtenir 20 pièces. Voilà. Comment nous allons obtenir des pièces? En fait, nous sommes chacun et chacune donc un petit personnage, voilà. Et nous allons nous balader en prenant des chemins. C'est un jeu de programmation. Pourquoi de programmation? Parce que vous allez avoir des cartes boussole. Alors, je ne les vois pas ici. Je vais essayer de vous les trouver. Ça serait pas mal. Ah, on les voit pas. Elles sont là, en fait. Elles sont cachées. Ce serait bien de les retrouver. Il n'y a aucune carte boussole visible, sérieusement. Bon. On va rester sur CTL. Hein. Vous allez avoir des cartes boussole en fait, et ces boussoles vont vous donner des directions. Vous voyez, on a des directions ici, et pour pouvoir, on va un peu programmer ici notre chemin. Ici, en fait, on va placer ces fameuses cartes sur notre plateau personnel, et on va programmer en disant, là, je vais à la droite, là, je vais à la gauche, et là, je vais aller tout droit. Voilà. Dès que vous remplacez ici un petit jeton, vous gagnez la récompense associée, donc vous essayez d'obtenir des pièces, principalement. Vous voyez que ces cartes, en fait, pour se déplacer, on va pas pouvoir aller n'importe où. Par exemple, ici, cette boussole-là, elle me dit que je peux aller là, 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 mais je ne peux pas aller par là. Voilà. Il va falloir faire attention de comment on programme ceci. On va pouvoir rencontrer des petits bandits, voilà, des petits bandits qu'on va essayer de battre. On va pouvoir récupérer des petits jetons pour aller faire des missions. En fait, il y a des endroits où c'est un peu du pick and delivery finalement. Vous allez avoir des missions en disant, vous devez aller déposer un truc là, dans cette ville ou dans cet endroit. Ok, je me déplace, je vais aller là-bas, et paf, j'ai réussi ma mission. Et évidemment, qu'est-ce que je gagne? Des pièces d'or qui sont sur la piste ici. Voilà. Le but du jeu, être le premier joueur à obtenir les 20 pièces d'or. Ici, vous avez l'exemple d'une quête qui vous donnera en récompense donc une pièce d'or, par exemple, si vous arrivez à faire cette fameuse quête. Voilà. Ça a l'air assez malin, je suis assez intrigué. Voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Voilà, je sais pas si ici on arrive à voir une quête d'un peu plus près. Voilà, non, on voit pas. Bon, on verra pas. Mais là, par exemple, on vous dit que vous devez livrer, mais pas dans le jaune, pas dans le bleu, pas dans le vert, quelque chose. Alors, moi, j'arriverai pas à lire la quête. Vous allez avoir votre plateau personnel que vous allez pouvoir un petit peu améliorer. Ici, c'est vos fameuses programmations et vous allez pouvoir poser des cartes ici. Voilà. Pour vous déplacer, vous avez ces boussoles. Vous allez pouvoir aussi vous déplacer à l'aide des rivières en empruntant les rivières. Voilà. Ça donne plutôt envie. Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur ce jeu-là et voir un petit peu ce que ça fait. Voilà. Bon, ils vendent plus de 1500 configurations possibles puisque, évidemment, ça change à chaque fois et tout. Bon, les jeux comme ça, on a l'habitude. Treos. On passe à Time Bomb Undercover de chez Yellow. Et ils ont fait une vidéo et j'adore. N'hésitez pas à aller voir sur Insta. Donc c'est Quentin Showmaker et Yuzuki Sato et donc Amini Guinée. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau Time Bomb, donc on va pas réinventer, voilà. Donc on va redécouvrir ce jeu à rôle caché, malin et rapide et épuré dans une version encore plus machiavélique. Pourquoi un peu plus machiavélique? Parce que maintenant vous allez avoir certaines cartes qui vont avoir des personnages. Vous savez, vous pouvez montrer à quelqu'un en disant je suis bleu. Mais en fait, vous allez pouvoir lui montrer que vous êtes bleu. Sauf qu'en fait, réellement, vous n'êtes pas bleu, vous êtes rouge. Vous êtes un peu une sorte de traître, si vous préférez. Ouais. Ça ajoute des cartes comme ça, un peu méchantes, voilà. Et du coup, est-ce que je fais confiance ou pas? Voilà, c'est vraiment ce que ça va rajouter un petit peu. Donc voilà, si vous aimez Time Bomb, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Et voilà. Bon, moi, les jeux à rôle caché, j'ai toujours un peu de mal, mais Time Bomb, je vous avoue que ça marche plutôt bien. Après, c'est pas un jeu qu'on présentera sur la chaîne, parce qu'évidemment, c'est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours aussi malin. Time Bomb Undercover. Ensuite, le 15 novembre, avec Wizard Cup de chez la boîte de jeux que j'ai adoré, qu'on avait joué à Vichy. Oui, tout à fait. Donc, Wizard Cup, c'est Yakamori et l'auteur, pardon, c'est Seiji Kanai.
Et c'est un on appelle ça les auto-battleurs. Voilà, donc on va devoir se battre de manière automatique. Voilà. C'est assez simple. On va se créer notre petit deck de 6 cartes. 5 cartes qu'on va jouer et une carte qu'on va mettre en remplacement. Et chaque carte va avoir un pouvoir, une façon de battre. Avec un côté aussi effet Pokémon, avec le feu, bah, la plante, bah, l'eau, bah, le feu. Voilà. Et il y a aussi un côté ombre et lumière, avec la lumière bat l'ombre, mais l'ombre bat tout le reste, un truc comme ça. Alors je ne me rappelle plus exactement. Et donc, bah, en fait, à nous de faire notre petit deck. On va former nos 5 cartes, et puis après, comme à la bataille, c'est parti. On révèle nos cartes et on s'affronte. Et c'est là où il y a des effets vraiment en mode ah mince, il a mis ça, je me suis fait avoir. Et donc il y a un petit côté chaotique, très clairement. Mais en fait, le jeu étant rapide, c'est pas un problème. Et le jeu se déroule en 2 manches gagnantes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre manche, chacun et chacune, on pourra enlever des cartes, une carte, et changer. En disant ah ok, il a mis ça, je vais enlever ça, je vais mettre ça pour le contrer. Et surtout, vous allez vous programmer exactement l'ordre dans lequel vous allez sortir vos cartes. Et du coup, vous allez pouvoir reprogrammer l'ordre en mode je vais tenter un truc comme ça. Du coup, c'est assez malin, ça permet pas mal de retournements de situation. C'est un jeu vraiment pas cher, hein, on est à 9 € le jeu, donc autant vous dire que voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ouais. Et c'est assez malin, moi je suis d'accord avec Gelou, j'ai passé un très bon moment. Et la rejouabilité... J'ai gagné, donc c'est nickel. Et la rejouabilité est assez forte, et à force, vous connaissez les cartes par cœur, vous dites attends, est-ce qu'il va mettre ça, etc. Et j'ai plutôt bien aimé ma partie. On a fait 2 parties. Ouais. Non, une partie, mais on a fait 3 manches. Parce que j'ai gagné la première et tu as gagné les 2 autres. J'ai gagné les 2 autres. Mais c'était excellent, quoi. Et puis, du coup, vu qu'on a joué la première, on savait pas qu'est-ce qu'il y avait comme carte. Et ensuite, la deuxième et la troisième, on se dit, bon, allez, ça y est, on connaît ces cartes, dans quel ordre ils vont passer, tu vois. Donc, c'est ça qui est super sympa. Ouais, et du coup, Gaëlo, il peut retourner à la situation et il avait pu gagner la partie. Donc voilà, vraiment assez cool. Wizard Cup. Tout est lié, de chez Candy Games. Non, c'est tout est lié, attaché. Ah, c'est vraiment tout est lié, quoi. Voilà. Mais j'adore. Tout est lié. Alors, c'est Jennick Walter et Reinhard Stope. Et l'illustrateur, alors, l'illustrateur, je sais pas ce qu'il a beaucoup illustré, parce que c'est pas forcément hyper joli, mais bon. Martin Hatchring et Sandra Brunsrund et Olivier. Voilà. Désolée. C'est un roll and white. Voilà. Allez. Pour moi. Je suis désolé, je n'ai aucune photo du jeu. Même sur BGG, il n'est pas disponible. Mais le principe du jeu, par contre, je peux vous l'expliquer assez rapidement. C'est vraiment assez simple. Vous allez avoir en fait devant vous une grille de 3 par 3. Je crois que c'est 3 par 3, je vérifie. Voilà. Voilà, une grille une grille formée de 3 par 3 carrés de 2 par 2. Voilà. Donc en tout, vous allez avoir 36 cases. Vous allez lancer 2 dés. Et ces 2 dés, vous allez devoir tout simplement les placer quelque part sur votre plateau. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire des points en faisant des carrés. Voilà. Par exemple, vous avez marqué 1 point pour un carré de 4 chiffres différents. Ça, c'est pas dingue. Mais vous allez pouvoir marquer jusqu'à 6 points pour une suite de chiffres dans le sens horaire. Donc, si vous arrivez à faire une suite. Voilà. Et donc, en fait, en jouant ces dés, vous allez devoir essayer de les placer. Sachant qu'évidemment, vous ne pouvez pas les placer totalement où vous voulez. Vous allez devoir placer ces 2 dés adjacents les uns aux autres. Ou alors sur 2 cases, des cases de pont bleu. Voilà, qui relient les cases entre eux. Voilà. Et donc, en fait, ça a l'air d'être finalement un petit roll and white assez simple, où on va devoir essayer d'agencer au mieux nos dés pour gagner la partie et former finalement ces fameux points avec des chiffres identiques, etc. Et donc d'essayer d'optimiser au mieux notre lancer de dés. Tout est lié. Tout est lié. Ensuite, Cérès, de chez Pixie Games. Alors, notre gros jeu qui sort, expert, donc l'auteur c'est Gustave Sundström et l'illustrateur c'est Gerasimos Mekirides et Tan Oshim. Alors, Cérès, donc là on repasse dans du bon expert. On en a parlé à Vichy. Alors, vous avez parlé mais très rapidement à Vichy parce que je m'étais pas plus renseigné que ça. Le principe de ce jeu c'est que vous allez avoir ici une roue. Cette roue, elle va tourner. Alors déjà, c'est un premier principe, c'est vraiment de la programmation. Parce qu'en fait, à chaque tour de jeu, la grande roue va tourner. Sauf que quand elle va tourner, elle va entraîner aussi ses roues. Ensuite, vous allez tourner la deuxième, qui va entraîner celle-ci. Et enfin, vous allez entraîner celle-ci. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, au final, la grande roue, elle tourne une fois, alors que celui-ci, il aura tourné 3 fois.
Voilà. Donc, pourquoi ça va être en programmation? Parce qu'en fait, là, vous allez avoir ces fameux tiers qui vont être là. Et donc, vous allez avoir deux tiers qui sont liés à ce plateau. Et ça va être vraiment intéressant, puisque quand on va devoir venir placer nos petits meeples ici, on va devoir arriver par la planète. Et donc, ça va nous coûter de plus en plus cher d'aller dans les zones loin pour faire les fameuses actions. Voilà. Les actions, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, en fait, vous allez avoir ici un autre plateau, enfin une autre zone plutôt, qui est ici, où vous allez venir placer vos petits jetons, ces petits jetons, pour faire les actions. Donc là, vous avez cette zone de là-haut, cette zone ici. Alors le plateau, il est à l'envers, donc c'est un peu dommage. Cette zone ici, voilà. Vous allez avoir des zones pour récupérer des usines. Ces usines, vous allez venir les placer devant vous. Ces usines, vous allez pouvoir en créer des nouvelles ou alors les améliorer en posant des cartes en dessous pour qu'elles soient un petit peu plus fortes. Voilà, évidemment, vous allez devoir payer le coût, etc. Vous allez avoir ici des actions ici pour pouvoir avancer vos petits cubes sur des pistes. Voilà, des petites pistes, tout simplement. Vous allez avoir ici une petite zone où vous allez pouvoir faire des actions qui sont à sélectionner. Et parmi ces actions, ça sera... Non, c'est celle-ci, pardon. Celle-ci, vous allez pouvoir venir vous poser pour faire l'une des 4 actions disponibles. Parmi les actions, vous allez pouvoir faire des actions qui sont déjà ici, s'il n'y a pas d'emplacement, mais vous allez aussi pouvoir envoyer vos fameux meeples, vous développer sur cette ceinture d'astéroïdes. Voilà. Et ici, je vous avoue que je ne me rappelle plus si c'est pour récupérer des cartes... Non, ici, c'est pour récupérer les fameuses cartes usines. Et ça doit être des cartes objectifs que vous allez venir récupérer. Voilà, ça, je vous avoue que je ne me rappelle plus exactement. Exactement. J'ai un doute. J'ai un doute sur ça. Voilà. Et donc, vous allez devoir essayer de maximiser tout ça pour essayer de faire un maximum de points, en fait, vraiment en améliorant au maximum vos usines pour pouvoir avoir des meeples dessus, pour pouvoir améliorer, faire des actions supplémentaires avec un petit côté moteur. On est sur du gros jeu, voilà. Donc, bah voilà. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, par CRS. Donjon, les apprentis gardiens de chez Silex. Donc Donjon, les apprentis gardiens. Donc l'auteur c'est Joachim Thome et l'illustrateur c'est Crocotem et Lewis Trondheim. Et donc dans Donjon, les apprentis gardiens. Bon attendez, je vais essayer de voir si encore une fois je vois mieux ici. 2 points peut-être. Et non. Ah. Il n'y a pas de S. Il n'y a pas de photo surtout. Il y en a une. Donc voilà, dans Donjon, les apprentis gardiens, vous êtes donc un gardien d'un donjon. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un gardien de donjon? Mais vous allez vérifier que les monstres, ça se passe bien pour eux. Vous allez essayer de flinguer les aventuriers qui essaient de tuer vos monstres. Et de temps à autre, vous allez quand même sacrifier quelques monstres pour un peu faire plaisir un petit peu à vos dieux. Voilà. Vous allez avoir ici des objectifs à remplir pour essayer d'optimiser au mieux les monstres en les faisant se balader dans les bonnes pièces, en les faisant aller aux bons endroits, en les faisant faire les bonnes actions. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça finalement, Donjon et les apprentis gardiens. C'est un jeu qui est tiré de la BD Donjon, pour ceux qui ne savent pas. Donc là, ils ont la licence et donc l'univers. Et à vous finalement d'optimiser au mieux votre petit plateau pour être le meilleur gardien. Voilà. Ça donne plutôt envie. Moi, j'ai très envie de tester. Le thème, ça me plaît parce que j'aime bien. Les donjons. Voilà, j'aime bien le thème donjon et donc j'aime bien l'univers. Et donc, on va essayer de déplacer un maximum de monstres pour obtenir nos objectifs. Voilà, donc c'est vraiment un jeu où tout simplement, hop, j'ai cet objectif-là, paf, j'ai réussi, je l'enlève, on en met un nouveau, etc. Et donc, on va essayer de faire au maximum de points de victoire. Donjon, les apprentis gardiens. Happy Garden de chez Funforge. Alors, Happy Garden, encore une fois, un jeu de placement de tuiles. Hein. Commence à y avoir beaucoup. L'auteur, c'est Dédé. Et l'illustratrice, c'est Marie Cardouat. C'est un jeu, finalement, où on va venir poser nos tuiles de manière assez classique, en optimisant au maximum. J'ai vraiment l'impression que ça révolutionne pas énormément, parce que, voilà, on va devoir choisir et agencer les meilleures fleurs, attirer les papillons et se débarrasser des vilaines taupes pour faire de notre jardin un véritable petit coin de paradis. N'oubliez pas d'utiliser associeusement vos brouettes pour débloquer de nouvelles possibilités et vos espaces. Voilà. Bon, j'ai pas énormément de renseignements aussi sur celui-ci. Mais en gros, voilà, on va devoir poser nos petites tuiles fleurs, mettre les petits papillons qui sont présents dessus pour essayer de marquer
un maximum de points. On a cette petite maison qui est présente ici. Un peu hippie. Ouais, c'est ça. Avec ici les petites fleurs. Voilà. Donc un petit jeu de pose de tuiles. À partir de 8. Voilà, qui a pas l'air de révolutionner. Ça a l'air d'être un jeu de pose de tuiles finalement assez classique. Après, à voir en rentrant dans les détails. Who's Next de chez Don't Panic Games. Alors, un jeu d'ambiance, c'est Romain Garassi et Randall Random. Et alors, c'est vraiment du pur jeu d'ambiance. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, vous allez devoir essayer de vous jeu de défausse, hein, voilà, d'essayer de vous débarrasser de vos cartes le plus rapidement possible. Comment ça se passe? En fait, vous allez jouer des cartes. Et Who Next, en fait, vous allez avoir des Woot, des doubles Woot, des triples Woot, quadruple Woot, quintuple Woot et des sextuple Woot. Et en fait, quand je joue un sextuple Woot, c'est-à-dire que c'est le 6e joueur après moi à jouer. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est à toi de jouer. Et lui, il va jouer, etc. Et finalement, on va retrouver un peu une sensation aussi presque pas de Uno, mais pas loin. Parce que vous allez avoir aussi des trucs qui vont faire changer de sens. Voilà, ils disent attention aux cartes qui changent de sens. Et il ne faut pas se tromper, puisqu'on va avoir un temps limité pour réussir à défausser nos cartes. Voilà, donc rapidité, réflexe, faire attention, qui c'est qui joue, et essayer de vous débarrasser vos cartes le plus vite. Voilà, il ne faudrait pas tout faire choisir en jouant au mauvais moment. Who's next? On passe au 22 novembre avec Unsettle de chez Lucky Duck Games, plus les extensions. Alors oui, parce qu'en fait, Unsettled, en fait, c'est un jeu qui était issu d'un Kickstarter, et donc il y a toutes les extensions qui sortent, voilà, avec des nouvelles planètes que vous allez pouvoir faire. Parce qu'Unsettled, qu'est-ce que c'est? C'est notre équipe, on va explorer une planète qui est encore inconnue. Et en fait, on va devoir essayer de comprendre et de survivre sur cette planète et de nous acclimater finalement à cette planète. Comment ça va se passer? En fait, on va avoir ici des petites... C'est pas? Alors là, je pense que c'est pas, mais je pense pas que dans le jeu original... C'est vrai? Alors, remarque, vu le prix, c'est possible qu'il y soit. Oh, vous allez avoir chacun un personnage qui est asymétrique et qui va avoir un rôle. Hein, qui peut être un soigneur, un explorateur, etc. Et ensuite, vous allez avoir cette petite truc qui s'appelle Luna. Voilà. Et en fait, c'est un jeu à base de dés. Et avec ces dés, vous allez pouvoir faire des actions. Ces actions, vous allez décider ensemble, discuter ensemble. Écoute, moi, je vais partir explorer, etc. Et vous allez essayer d'optimiser ces actions en ce placement pour découvrir qu'est-ce qui se passe sur cette planète. Donc, vous allez dire, bah, écoutez, moi, je pars me déplacer. Voilà, des actions de déplacement. Je vais sur cette planète. Je découvre ce qui s'y passe. Il y en a qui disent, oh là là, c'est une planète hostile. Attention, vite, il faut que tu viennes m'aider. Ok, je fais une action pour venir t'aider. Il y en a qui va dire, ok, bah maintenant, faut qu'on nourrisse l'équipage. Ok, je vais aller chercher de la nourriture sur cette planète-là. Voilà. Et le but, c'est finalement, c'est un peu particulier parce que ça va vraiment essayer de s'acclimater à cette planète et essayer de réussir à survivre. Voilà. Piger ou mourir. Donc voilà. Alors c'est un petit jeu de mots, piéger ou mourir. Essayer de tout simplement comprendre comment on peut survivre dans cette planète. Ça a l'air vraiment très atypique finalement comme jeu. Très original. Et j'ai vraiment envie de tester parce que ça donne envie. J'aime beaucoup la boîte aussi. Comment elle est de face. Donc voilà. Alors c'est un jeu qui est très cher parce qu'il y a beaucoup de matos dedans. Attention, vous ne vous trompez pas. Mais c'est dommage qu'on n'y voit pas. On peut pas voir sur BGG, il n'y est pas. Si, bien sûr. Alors attention parce que le risque sur BGG, c'est que vous tombiez peut-être sur du matos qui sera peut-être pas le matos que vous aurez dans la boîte totalement. Ah ouais, regarde. Alors ça, il est même pas peint. Voilà. Mais par exemple, ça, je sais pas si c'est pas issu du Kickstarter. Donc attention, je veux pas vous garantir sur le matériel. Mais voilà, là, c'est la fameuse planète que vous allez découvrir. Donc là, petit à petit, évidemment, on s'est posé, on découvre un petit peu ce qui se passe. Donc on va pouvoir rencontrer des monstres, des choses, voilà, et on va poser. Et la partie va s'arrêter, en fait, on va avoir un compteur de tours avec ces fameux dés. Et petit à petit, on va faire avancer ce compteur. Et quand ce compteur arrivera à la fin, c'est la fin de partie et on regardera si on a réussi à s'acclimater. Voilà. Donc là, vous avez les figurines qui sont peintes, évidemment. Voilà, il y en a qui se sont amusés à faire des jolis trucs. Mais ça, c'est pas ce que vous trouverez dans le jeu. Hein. Et là, vous avez les plateaux double couche. Je pense que vu le prix, je serais pas surpris qu'ils y soient quand même dedans. Hein. Voilà. Unsalted. Ensuite, long story short, il y a le trésor du capitaine Boyle et Carmen et Carlos de chez Yellow. Alors, c'est un jeu solo, mais celui-ci, j'avais juste envie de vous en parler parce que ça a vraiment l'air super bien. Quentin Showmaker et Crocotame, donc aux illustrations. C'est vraiment un jeu, vous allez faire vos propres choix. Alors, vous pouvez le jouer à deux si vous entendez très bien votre partenaire.
Ah, donc je vais pas jouer à deux. Donc on est quand même sur une partie d'environ 15 minutes, donc c'est assez rapide. Donc finalement, vous pouvez jouer chacun son tour, on fait notre histoire. Hein. Ouais. Et c'est vraiment un jeu, finalement, vous allez faire votre choix. Voilà. Par exemple, ici, est-ce que vous voulez plutôt le rencontrer ou alors si Le vous voulez chercher. chercher quelque chose. Et en fonction, vous allez révéler une nouvelle carte, et ainsi de suite. Et vous allez vivre votre histoire. Et ici, le but du jeu, c'est d'essayer de retrouver le trésor caché du célèbre capitaine Boyle. Voilà. Donc ça donne vraiment très envie, ça a l'air super sympa. Franchement, c'est le genre de jeu que je pourrais acheter juste pour tester, parce que je suis vraiment très curieux. Donc voilà. Long story short. Les petits alchimistes de chez Yellow. Qui m'avait l'air fort intéressant. Oh, j'aime pas ça. Ah, ouf. Donc les petits J'ai dit j'aime pas alchimistes. parce qu'il buguait, hein, le Doom. L'auteur c'est Mathieu Scotry, l'illustrateur c'est David Cochard, Francis Kazalek, David Jablonski et Stepan Drastak. Voilà, désolé. Voilà. Ouais. Alors, on va essayer d'aller là parce que je n'ai pas d'image évidemment. Alchimiste. Ah. Ah bah dis donc. Pourtant j'avais trouvé quelque chose. Mince. Oh mince. Attendez. Sur Philibert. Peut-être. Voilà, je savais que les dire c'est la version anglaise. Ah, c'est anglais, ok. Ils sont chiants quand ils font ça. Même. Ouais. Donc les petits alchimistes, donc Little Alchimist en anglais. Hein, le principe c'est quoi? C'est qu'en fait c'est un jeu de déduction. Voilà. À partir de 7 ans, donc plutôt accessible, hein, plutôt familial, qui va vous permettre d'apprendre à déduire avec les plus jeunes. Alors en fait on est des petits alchimistes et on va fabriquer des potions. Voilà. On va devoir dire, écoutez par exemple, ça se joue avec une application. Donc attention, il faut le savoir, avec un petit écran quand même. Et par exemple, vous allez dire, ok, je mélange cette pâte avec ça, quelle potion j'obtiens? Et grâce à la potion, vous allez dire, ok, j'ai obtenu ça, et je vais pouvoir potentiellement essayer de déduire les futures potions qu'ils vont devoir faire. Voilà. Donc voilà ce que c'est en fait. Déduction familiale, on va essayer de surpercer les connaissances de notre professeur et devenir des alchimistes du pays. Voilà. Donc ça donne assez envie. Comment on joue? En fait, au départ, on est nul. On ne sait pas comment on crée les potions. C'est pas grave. Je prends deux trucs ensemble et qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et hop là, je sélectionne deux trucs, je les scanne et voilà. Et du coup, grâce à ça, j'obtiens une potion. Voilà. Et cela révèle le résultat et permet aux joueurs d'acquérir et de marquer les connaissances correspondant sur le plateau du joueur secret. À chaque potion que vous préparez, vous commencerez à découvrir les secrets qui se trouvent au cœur de l'alchimie. Les joueurs devront faire preuve d'ingéniosité pour découvrir les propriétés mystérieuses. Voilà. Et donc, on va avoir des chapitres. Donc là, on les voit ici, hein, c'est ça Ouais. qui va représenter les fameux chapitres pour essayer de maîtriser les mystérieuses facettes de l'alchimiste et essayer de préparer ce qui nous attend. Voilà. Donc, on va essayer de déduire un petit peu les potions, etc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour avancer. Voilà. Alors, C'est tout mignon, les illustrations. c'est un peu dur à expliquer comme ça parce que finalement on n'a pas trop d'arguments plus que ça de comment va fonctionner le jeu, mais ça donne plutôt envie. Petit jeu de déduction, assez simple. Voilà, donc Working Progress, c'est pas forcément la version finale. Et c'est CGE, donc CGE en général, c'est plutôt des bons jeux. Donc assez curieux de voir ce que vaut ces petits alchimistes. Refuge de chez Bombix, le magnifique refuge. Alors, Refuge, donc c'est un jeu de Gérald Caccio et illustré par Sepio. Qu'est-ce que nous allons faire dans Refuge? Nous allons donc essayer de nous réfugier à notre maison avant que la tempête ne frappe. Comment ça se fait? C'est un jeu de backbuilding. On va devoir acheter des tuiles. Ces tuiles, nous allons les mettre dans le sac et on va les piocher petit à petit pour faire l'action de la tuile. À nous de voir à chaque fois si on décide de continuer de piocher avec une notion de stop ou encore, ou si on décide de rentrer. Sachant que dans notre sac, nous allons avoir des tempêtes. Et si la tempête frappe et qu'on n'est pas rentré, c'est la punition et on se prend des pénalités. Par contre, si on est rentré avant, on encaisse nos points et puis le but c'est de marquer un maximum de points. Donc du coup, on va essayer d'économiser de plus en plus là ces fameux petits jetons pour pouvoir aller acheter des petits pieds. Voilà, des petits pieds pour pouvoir aller acheter des cartes qu'on va mettre dedans, enfin des tuiles qu'on va pouvoir mettre dedans pour améliorer finalement notre pseudo-moteur. On va aussi pouvoir l'épurer, virer les tuiles qu'on ne veut pas, tout en surveillant cette fameuse tempête qui pourrait nous tomber dessus à tout moment. Et si on n'est pas rentré, il y a plein de tuiles qu'on aura mis là, paf, on ne les prend pas. Et en plus, on va devoir payer pour rentrer parce qu'on est tout mouillé.
Voilà. On y a joué, c'est super malin, c'est vraiment très efficace, c'est assez accessible. Et franchement, c'est très bien fait. Et nous, on a beaucoup aimé notre partie. Refuge. Refuge. Ticket gagnant 2.0 de chez Bouvier International. Donc là, on va aller assez vite, mais c'était juste pour vous montrer la nouvelle version de Ticket Gagnant, pour ceux Avec qui des connaissent. nouvelles illustrations. Donc Jean-Christophe Bouvier et Célestine Bouvier et Victor Mayer-Cosa aux illustrations. Et donc, en fait, c'est une version de Ticket Gagnant, vous savez, on l'a présenté sur la chaîne, où le matos a été revu et a été un petit peu luxifié, si je pouvais dire. Vous n'avez plus à avoir 4 tuiles, vous allez avoir un plateau qui ressemble avec une couleur un peu plus jolie du vert. Vous allez avoir un plateau pliant, vous allez avoir les personnages avec les petites couleurs présentes ici. Les cartes n'ont pas changé. Par contre, ils ont changé aussi le système de scoring pour que ça soit plus simple. Beaucoup mieux, ça. Voilà, le système de départ n'était pas hyper bien fait. Et le matos est aussi plus solide, plus épais. Voilà, les cartes sont un peu de meilleure qualité. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir tout ça. Et en plus, pour un jeu qui ne perdra pas en prix. Je crois qu'on est sur le même prix. Voilà. On est exactement sur le même prix que la version de base. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ou que si vous n'avez pas, nous on adore Ticket Gagnant, on vous le conseille, c'est un très bon jeu d'ambiance. Et n'hésitez pas à vous procurer cette nouvelle version si vous n'avez pas l'ancienne. Évidemment, si vous avez l'ancienne, à moins que vous voulez vraiment la nouvelle, vous n'êtes pas obligé de vous la procurer. On passe à Chandigarh, de chez Ludonova. Alors, Chandigarh, donc c'est Tony Lopez qui est l'auteur et l'illustrateur et Edu Valls. Donc c'est un jeu de placement et de réalisation de motifs sur le modèle architectural de Le Corbusier. Alors en fait, c'est un jeu finalement très simple, vous allez voir. Vous allez avoir ici votre petit personnage qui va se balader d'intersection en intersection. Vous allez pouvoir vous déplacer. Et une fois que vous vous déplacez, vous pourrez potentiellement poser une maison sur l'une des rues adjacentes disponibles. Par exemple, ici, si je viens me placer ici, je peux poser une maison ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Alors là, tout est plein. Mais là, par exemple, ici, il y a une maison qui est vide. Donc j'aurais pu mettre ici une maison ici. Les couleurs, qu'est-ce que c'est l'intérêt de mettre des couleurs? En fait, vous allez devoir remplir des objectifs. Ces objectifs que vous allez trouver, alors je les cherche, ils sont là. Voilà. Chaque carte va avoir des objectifs et va vous dire, par exemple, alors là je ne les comprends pas très bien ceux-là, mais vous allez avoir des objectifs plutôt assez simples qui va vous dire essayez de faire une diagonale de vert. Donc pour faire une diagonale de vert, il faut que par exemple sur chaque carré j'ai au moins un bâtiment vert. Et hop, je remplis mon objectif et hop, je marque des points. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça le jeu finalement. Vous allez vous déplacer, essayer de faire vos objectifs. Une fois que vous avez fait vos objectifs, en fait, vous allez les récupérer. Quand vous les récupérez, vous faites des connexions avec ces petites flèches. Et en fait, vous gagnez les récompenses. Là, par exemple, si je les pose comme ça, paf, je gagne ça et ça. C'est mes deux récompenses. Donc là, je gagne un bâtiment rouge et là, je gagne, je pense que je gagne un objectif. Il faudra que je vérifie. Et vous ne pouvez avoir que 3 objectifs devant vous. À partir du moment où vous en prenez un quatrième, vous connectez, vous gagnez les deux trucs et la carte opposée, elle dégage. Ouais. Et vous la scorez immédiatement. Okay. C'est comme ça que vous allez scorer en mode, ok, je dégage ça, je score. Paf, je marque mes points, suivant. Et voilà. Et c'est comme ça que vous allez scorer et marquer un maximum de points. Donc ça a l'air assez sympa. À tester. À tester. Chandigarh. On passe à Nain Nidavellir de chez Gros Games. Alors là, on va aller assez vite puisque finalement... En fait, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est Serge Lager d'ailleurs l'auteur, alors qu'il est décédé, donc c'est un jeu qu'il avait déjà fait parce que ça reprend la mécanique de Nidavellir. La seule chose qui va changer, qu'est-ce que c'est en fait le système des nains, de scoring. Ils ont rechangé tous les scorings des nains. Voilà, chaque nain va avoir une nouvelle manière de scorer. Il y en a un qui va vous faire gagner des pièces, les bleus vont en plus de marquer des points vous faire gagner des pièces. Il y en a un avec une piste qui va un peu changer. Il y a toujours les héros évidemment, c'est adapté, donc vous pouvez utiliser votre coffre si vous avez votre coffre. Et voilà, chacun va marquer des points d'une nouvelle manière. Alors je ne connais pas tous les scorings de tête, mais voilà. Si vous aimez Nidavellir et que vous voulez un peu de renouvellement, voilà, n'hésitez pas à vous procurer Nain, qui va être donc dans l'univers de Nain, la BD, avec toutes les illustrations qui sont dessus. Non. Ensuite, Nobi Nobi, Magie et Épée, de chez Don't Panic Games. Alors ce sont les mêmes jeux, mais avec un thème un peu différent. C'est un jeu d'initiation au jeu de rôle. Voilà, qui va permettre même aux gens qui sont novices d'y jouer. Pourquoi tu me regardes là? Parce que tu es novice dans le jeu de rôle. Et avec des cartes, ça tout simplement. Pas.
Voilà, moi ça m'intéresse, ça sera rigolo à tester je pense. Non, je rigole. Normalement a priori on devrait le recevoir celui-là. Pour ça. Donc à tester, à voir si Gailou ça lui plaît. Ouais. On est sur la base de la base du jeu de rôle, mais ça permet d'apprendre un peu, juste avec l'aide de cartes, un peu le principe de jeu de rôle, avec effectuer nos tests. Vous savez, dans les jeux de rôle, donc on fait des tests de compétences souvent, et avec des scènes de la vie quotidienne, des combats ou des rencontres. Voilà, de nombreuses surprises vous attendent. Avec un petit deck, donc vraiment très, très curieux de tester. Moi j'adore le jeu de rôle, donc vraiment j'ai envie de voir ce que ça donne. Et normalement on devrait le recevoir. Donc quand on le recevra, on vous en parlera avec plaisir. Et je pourrais essayer d'initier Gaëlou au jeu de rôle. Ah. Alors après, à voir si ça tourne bien à 2 joueurs. Je sais pas comment Ouais, c'est à partir de fonctionne 1. la mécanique. J'ai vu qu'il y avait un système avec le maître du jeu. Là, c'est le fameux MJ. Ou est-ce que le maître du jeu est automatisé? Peut-être. À voir. Behind de chez Kif Édition. Alors, Behind Sindring Millet et l'auteur, Pierrot et Non, Maud Chalmers illustrateur. et Martin Wittberg sont les illustrateurs. Et c'est donc Kif Édition. Pourquoi ils sont 3? Il y a 3 scénarios. Chaque illustrateur a illustré et conçu un scénario. Quel est le but de ce jeu? En fait, c'est un puzzle, mais un puzzle un peu particulier, puisqu'en fait, vous allez devoir essayer de reconstituer ce puzzle, mais sans le voir. Vous allez avoir de l'autre côté des images, des choses à connecter. Alors, il y a des choses qui vont être très simples à connecter. Par exemple, là, bon, on se doute que ça, l'œil, les deux yeux, ils se codent de côte à côte. Hein, forcément, on va former l'œil. Par contre, il va y avoir des petites énigmes, des petites déductions à faire pour savoir où est-ce qu'on place le reste. Comment on les place? Où je les place dans mon plateau pour reconstituer finalement le puzzle d'origine. Et finalement, on va avoir une sorte de jeu d'énigmes qui va se faire, de déduction, où on va avoir une base, 2-3 tuiles qui vont dire ça c'est évident, ça se connecte comme ça, et ensuite le reste, et comment on les connecte, et comment on interprète. Et il y avait un exemple que j'ai vu dans une vidéo qui disait par exemple, l'ours s'endort avec une fléchette. Ah ok, du coup on va mettre la fléchette là, à côté de l'ours, parce que l'ours est endormi à cause de la fléchette. Voilà. C'est des choses comme ça. Alors évidemment, je ne peux pas vous spoiler, donc je ne sais pas comment ça se passe précisément. Mais voilà, il existe une démo qui est faite en festival et qui vous permet un peu de comprendre plus précisément comment fonctionne Behind. Time Division de chez Yellow qu'on va présenter, qui est là. Time Division, un jeu à 2 joueurs de Alexander Schrader et de Biwa with Pencil. C'est un jeu où d'abord en fait on va devoir se drafter. On va se drafter une équipe. Voilà, tout assez classique de draft. Et ensuite on va venir poser nos cartes ici là, sur le piédestal. En fonction du chiffre le plus haut, celui qui est le plus haut va pouvoir faire l'effet de sa carte et essayer de dominer son adversaire. En jeu d'affrontement assez audacieux pour essayer d'avoir nos effets les plus efficaces possibles pour marquer un maximum de points de victoire. C'est un jeu qui va se dérouler en 3 époques, l'Égypte ancienne, le Moyen-Âge et les années 80. Donc pour moi, c'est un jeu qui me donne envie puisqu'on voyage dans le temps. Finalement, on est d'un voyage dans le temps et on va s'affronter pendant 6 tours. Et à chaque ronde, donc on va jouer notre carte. Et celui donc, qui a la plus grande influence, c'est-à-dire en gros celui qui a le plus grand chiffre, tout simplement, va choisir quelle carte il va activer pour faire son effet. À nous d'optimiser au mieux nos effets pour gagner la partie. Alors je connais pas les effets puisque l'iconographie, là, il faut avoir l'iconographie, mais voilà. Donc, Time Division. Café de fleurs, l'art de la marqueterie de chez Matago. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Moulinette, c'est qui? 1, 2, 3. Standard. Donc, Café de fleurs, l'art de la marqueterie. L'auteur c'est Michael Klissing et l'illustrateur c'est Lucas Sigmund. Bon, celui-ci vous savez qu'on l'attend, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le thème c'est nous allons reconstruire le parquet du café de Paris. Voilà. Et c'est un thème finalement c'est assez proche de l'Azul, parce que Michael Klissing, voilà. Et on va devoir récupérer des jetons qu'on va venir poser dans ce fameux café de Paris pour reconstituer ce parquet, en essayant de faire les formes et le compléter pour terminer par mettre le pistil de la fleur, tout simplement pour marquer des points. Voilà. Les cartes, c'est assez simple. J'ai une carte, je vais dire, écoutez, celle-ci, elle me fera marquer des points de victoire en fonction d'un certain truc, ou alors je vais pouvoir les poser. Voilà. Donc là, vous avez ici un peu les systèmes, le matériel plutôt. Voilà. Donc c'est une localisation du jeu qui s'appelle Antarcia
en anglais, hein, donc faites attention, si vous avez déjà joué à Antarctica ou si vous connaissez, c'est le même jeu. Hein. C'est vraiment, voilà. Et c'est vraiment assez efficace. Voilà, on va récupérer son plateau, on va le poser nos rosaces. Et au début de chaque manche, les joueurs vont récupérer des cartes qu'ils vont attribuer. La répartition de 10 cartes de couleur et joker durant toute la manche et elles vont nous servir à payer. Donc on va pouvoir, évidemment, les cartes, elles vont nous servir à payer les fameux coûts que vont coûter de dire, ok, je vais poser cette carte, etc. Et en fonction de la pièce qu'on va poser, on va être amené à défausser un certain nombre de cartes et récupérer toujours un nombre de cartes correspondant qui équilibrera le coût final. Voilà. Donc à nous de nous placer au mieux et de faire le meilleur parquet, meilleur agencement possible, je cherchais le mot, excusez-moi, pour essayer de marquer un maximum de points de victoire. Ça donne très 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 envie, j'ai vraiment hâte de le découvrir et je l'ai coché depuis très longtemps, j'espère qu'on le recevra parce que vraiment ça c'est un jeu que moi j'ai envie de jouer. Moi aussi. On passe à Eteria 2, la genèse de chez Nostromo Édition. Alors la suite d'Ateria, donc la genèse d'Ateria, puisque ça se passe avant l'époque d'Ateria, puisque nous allons créer les fameux tribus nains, elfes, humains et gobelins. Voilà. Le jeu, comment ça se passe? Vous allez avoir des tuiles. Alors des tuiles, c'est des cartes de souvenirs, pas des tuiles. Hein. C'était des tuiles, je sais plus. Il va y avoir quelques poses de tuiles. Ouais. On va vouloir poser sur des territoires pour essayer de créer un territoire. Là, par exemple, je crée un territoire Péri, paf, je prends 4 points et je vais venir y placer une tribu. Là, par exemple, une tribu d'humains. Attention, il va pouvoir y avoir potentiellement des dragons qu'on va pouvoir affronter. Et en fait, à chaque fois qu'on agrandit une zone, on va faire avancer ici sur cette piste que vous voyez ici les curseurs de nos adversaires. Et le truc, c'est que des fois, en fonction de la piste, les curseurs, ça ne va pas leur faire marquer les points. Par exemple, celui-ci, vous voyez qu'ici, il y a écrit -1, +1, +3, -1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, le rouge, si je le fais avancer, je le fais passer là-haut, je vais lui faire perdre des points. Donc potentiellement, je vais vouloir agrandir la zone du rouge pour qu'il perde des points. Donc des fois, on a intérêt à faire ça. On va aussi marquer des points avec donc les fameuses tribus qu'on va venir récupérer devant nous. Et donc, on va créer ces fameuses tribus. Donc voilà, ça donne très très envie. Ça aussi, normalement, on devrait pouvoir vous en parler très prochainement. Ateria 2, la genèse. On passe à Écosystème Savane de chez Origame. C'est un nouveau écosystème, tout simplement. Voilà, t'as presque tout dit. Hein. L'auteur, c'est Matt Simpson, Steve Shepporth et Daniel Davals. Et c'est Messa Schumacher, je crois que ça se prononce. Donc écosystème, c'est le 3e de la gamme. Vous savez qu'il y avait écosystème forêt, écosystème océan, ben maintenant écosystème savane. C'est la même chose que les deux autres, hein, si ce n'est que c'est dans un thème différent, avec des effets différents. Mais vous gardez la même mécanique de vous draftez des cartes, vous faites votre système de 4 par 5 et advienne qui pourra de comment vous réussissez à le mieux agencer. Voilà, donc si vous aimez bien écosystème, le dernier arrive. On passe au 29 décembre avec Black Forest de chez Super Meeple. Alors, j'ai juste rectifié un truc, on passe au 29 novembre, parce que 29 décembre, c'est un peu tôt. Ah mince, j'ai dit décembre. 29 novembre. Donc, 29 décembre, non, 29 novembre. Donc, Hugh Rosenberg et Tido Lawrence et Lucas Sigmund. C'est une réédition du jeu La Route du Ver. Voilà, hein, c'est rappelé ici, voilà. Donc, qui a été retravaillé. Voilà, et cette fois-ci qui va se passer donc dans la forêt noire allemande. On va garder ce fameux système de roues, pour ceux qui connaissent, avec... alors c'est rigolo, parce qu'on va parler juste après, d'un autre jeu qui s'appelle Canal, qui va reprendre exactement la même mécanique de roue. Cette mécanique de roue, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez déplacer des ressources, et ces ressources, vous allez avoir des ressources de base et des ressources de luxe, si vous préférez. Et en fait, plus vous allez gagner des ressources de luxe, plus vous allez perdre des ressources de base. Voilà. Et donc ça, c'est un système hyper malin qui va vous permettre d'essayer de produire les ressources que vous voulez, qui vont vous permettre d'acheter des bâtiments qui principalement vous feront des points de victoire. Vous allez avoir ici votre petite meeple qui va se déplacer pour aller faire l'action de l'un des deux villages où vous vous placez. Sinon, vous allez avoir une tuile spéciale, que je ne retrouve pas ici, qui va vous permettre d'échanger un village avec un autre sans avoir besoin de vous déplacer. Parce qu'à chaque fois que vous vous déplacez, vous devrez payer le coût et ça c'est vraiment très très embêtant. Et comme dans le jeu, vous allez essayer donc à côté de votre plateau d'organiser au mieux votre fameuse route du Ver en faisant des forêts, en faisant des champs, des choses comme ça, et pour essayer de marquer des points avec des bâtiments qui souvent
vont être un petit peu des objectifs, des choses comme ça, voilà, pour essayer de marquer un maximum de points de victoire. Voilà. Donc une revisite de ce jeu de placement d'ouvriers assez connu avec une couve sublime, il faut le dire. Un jeu plus classique, voilà. Et donc ici vous avez des exemples de bâtiments, donc on retrouve toute la patte Jo Rosenberg. Moi j'aime bien ce style de jeu. Moi aussi. Voilà, là par exemple, il vous dit le fumoir, il vous rapportera 5 points de victoire, et par tuile comme ça, vous marquez un point de victoire, et vous devez, j'imagine que c'est le prérequis, construire un minimum 3 trucs comme ça, voilà, bon. Vous imaginez un peu le truc, voilà, donc ça c'est la fameuse ressource, les boutiques, etc. Le thème, souvent, Jo Rosenberg arrive quand même à retranscrire un thème souvent assez intéressant. Voilà. Black Forest. Black Forest. Des bisous à Pity et Marietta. Bonne nuit. Et Thorvald, t'avais pas aimé la première version. Bah écoutez, celui-ci, on va le recevoir normalement, donc on vous le présentera. Moi, j'ai très hâte de l'essayer parce que j'étais assez hypé à Vichy, en tout cas. Je suis tombée amoureuse de la boîte, quoi. Comme j'ai dit, j'ai fait... J'étais comme ça quand il nous expliquait les règles, j'étais là comme ça sur la boîte tellement elle est belle. Bon, allez. Res Arcana Duo de chez Sandcastle Games. Donc une version de 2 joueurs de Res Arcana qui ne change pas les règles de base de Thomas Lehmann et Julien Delval. J'avais dit, je vais rectifier une petite bêtise à Vichy. C'est quand même un nouveau jeu dans le sens où c'est des nouvelles cartes. Voilà. C'est la même mécanique, on ne change pas la mécanique, le même principe. Et cette fois-ci, par contre, vous allez avoir des nouvelles cartes, des nouveaux effets. Et c'est une version adaptée à 2 joueurs, mais qui peut aussi servir d'extension pour le jeu de base. Voilà. Sinon, ça ne change rien. C'est vraiment un jeu assez classique et juste les cartes et le système est un peu plus adapté pour 2 joueurs. Res Arcana Duo. Canal de chez Silex. Et ça sera le dernier. Et donc Canal, Canal c'est justement ce jeu que je vous parlais juste avant qui reprend exactement la même mécanique que vous. Vous voyez, c'est vraiment la même chose. Avec les ressources de base et les ressources de luxe. Sauf que là, cette fois-ci, dans Canal, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Alors, c'est le... de chez Jo Rosenberg. C'est le même auteur, Voilà. C'est pas un auteur qui a volé la mécanique, attention, c'est bien le même auteur. Je tiens il est sorti au même moment. Bien dessus à clarifier, mais par contre, c'est rigolo de voir les 2 éditeurs sortir le jeu à la même date. Je pense pas qu'il ait fait exprès, mais du coup, je pense que ces 2 jeux peuvent un petit peu se retrouver en concurrence parce qu'ils vont avoir une mécanique assez similaire avec déjà cette roue qui va être le centre du jeu pour les 2. Après, là, c'est un jeu de 1 à 2, c'est ça? C'est ça, là, c'est un 2 très solitaire, quasiment pas d'interaction. Le but, c'est tout simplement, vous allez construire des bâtiments et faire des canaux. Voilà, et des routes. Vous allez devoir essayer d'entourer entièrement vos bâtiments. Une fois qu'ils sont entourés, ils pourront être activés si vous avez rempli le prérequis pour marquer des points de victoire. Et donc, vous allez avoir des actions qui vont vous permettre d'acheter des bâtiments, de gérer vos ressources pour tourner cette fameuse roue, comme je vous l'ai expliqué, pour essayer d'activer ces bâtiments et marquer des points de victoire. Voilà. Canal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.